À Seijo, dans la ville de Setagaya, métropole de Tokyo, se trouve un manoir luxueux où résident 7 magnifiques frères et sœurs, entourés de domestiques qui répondent à leurs moindres besoins. Dans la salle à manger, les 2 frères discutent. Arata, 16 ans, demande à son frère Shion comment se trouvait une petite amie. Shion, scotché à son téléphone, lève à peine les yeux et répond quelque chose comme « Comment veux-tu que je sache ?» Arata insiste, il veut savoir comment la relation de Shion avec Yu a commencé. Shion, un peu agacé, dit « Ça s'est fait comme ça, y a pas de formule ». Puis il retourne la question et demande ce qui s'est passé avec la fille avec qui Arata flirtait. Arata explique qu'il lui a juste dit qu'elle était vraiment jolie, rien de bien méchant. Shion lui dit que ça ne le mènera nulle part, qu'il doit se bouger, et lui rappelle qu'en tant que fils de millionnaire et personnage principal d'un anime, il pourrait avoir n'importe qui. Mais Arata, romantique invétéré, attend son âme sœur ou quelque chose comme ça. À ce moment, les sœurs arrivent, le waifu squad. Oka les interrompt, disant qu'ils font honte à la famille. Seiya, avec des stats totalement inventés, affirme que les mecs passent 90% de leur temps à parler des filles. Les 3 autres sœurs balancent aussi quelques commentaires, plus par obligation que par réelle conviction. Oka accuse Arata d'essayer de soutirer des détails croustillants à Shion sur sa relation avec Yu. Arata réfute ces accusations, mais Shion, pour envenimer les choses, ment en disant qu'Arata trouvait que Oka faisait beaucoup plus femme, récemment. Excédé, Oka appelle son chien et lui ordonne de mordre ce qu'il faut pour punir ce pervers en présence de ses sœurs. Sans tarder, le chien bondit sur son postérieur et s'en donna à cœur joie comme s'il avait trouvé de la viande. Alors que notre gars souffre le martyre, les filles ne peuvent s'empêcher de se moquer de lui. Une fois le chien rappelé, Arata tente de se défendre, mais Seiya ramène sur le tapis ce qui s'est passé avec Kotono, la plus jeune. Banri, l'aîné, leur demande d'être plus indulgent avec le petit pervers, vu qu'il est en pleine puberté. Mais Oka réplique que c'est exactement ce genre de pensée qui l'a rendu comme ça. Banri dit que le comportement d'Arata est compréhensible, vu qu'il est entouré de waifus sublimes toute la journée. Seiya intervient et rappelle que les relations amoureuses au sein d'une même famille sont mauvaises pour la descendance, selon les études. Mais Banri, fidèle à son style provocateur, affirme que la science est incapable d'expliquer les caprices du cœur humain. Il en profite pour lancer une pique à Seiya, insinuant qu'elle est probablement déjà amoureuse de quelqu'un, ce qui la fait rougir. Banri se moque ensuite des sœurs cadettes, les taquinant parce qu'elles restent encore de simples gamines. Minami intervient, disant qu'elle trouve son frère génial. Arata, ravie du compliment, s'approche pour la remercier, et elle l'envoie au tapis d'un crochet du droit bien net. Puis elle s'excuse, disant que c'était juste un réflexe, typique d'une athlète née comme elle. Après ce petit incident, ils s'organisent tous pour fêter l'anniversaire de Kotono le samedi. Ça réglé, ils partent à l'école. Même s'ils ont plus d'argent que de bon sens, ils prennent le métro, tellement humbles. En marchant, les gens les regardent comme s'ils étaient un boys band tout droit sorti d'un magazine. Arata est agacé par l'attention, comme s'il vivait dans une comédie romantique. Et franchement, peut-être que c'est le cas. Petit topo sur les waifus pour ne pas vous perdre. Banri, l'aîné, 18 ans, est à une université prestigieuse mais étudie pour devenir infirmière. Seiya, 17 ans, en dernière année de lycée, est le cerveau de la bande. Oka, 16 ans, en 2e année de lycée, est la plus populaire. Minami, 15 ans, première année, est tout en musclé en énergie. Et enfin, Kotono, 14 ans, collégienne, est le classique type timide, calme et adorable. Retour au garçon, Shion demande à Arata si elle lui a vraiment avoué ses sentiments. Arata, un peu mal à l'aise, admet que oui, mais dit qu'il n'est pas assez tordu pour répondre à ses sentiments. De toute façon, il a déjà quelqu'un d'autre en tête, et comme elle n'est pas de la famille, c'est un gros plus. Shion lui dit que même si Arata a tout pour séduire n'importe quelle fille, ses traumatismes d'enfance l'ont transformé en gros flemmard en matière de romance. Plus tard, chez eux, Arata stalk obsessionnellement le profil de Lala, la fille qu'il aime, mais la peur le paralyse au point qu'il n'arrive même pas à lui envoyer une demande d'amis. À ce moment, Oka entre et lui demande de lui passer les devoirs. Ils s'assoient pour étudier ensemble, mais Arata ne peut s'empêcher de lui jeter quelques regards. Embarrassé, il finit par lâcher qu'elle devrait peut-être se couvrir un peu plus. Oka lui rappelle qu'ils prenaient leur bain ensemble quand ils étaient petits, donc pas de quoi en faire un drame maintenant. Puis, direct, elle lui demande qui est la fille qu'il aime, disant que Shion a déjà craché le morceau et qu'il est super accro à quelqu'un. Elle insiste pour qu'il se confie, arguant que des jumeaux doivent se soutenir dans ce genre de truc. Arata résiste mais finit par avouer qu'il a dit à Lala qu'elle était jolie. Oka, tout excité, dit qu'elle connaît Lala et peut totalement lui arranger un rencard. Mais Arata l'arrête, disant qu'il ne veut pas de son aide. Oka lui rappelle qu'il est l'héritier de leur père et qu'il devrait au moins faire un effort pour lui. Mais Arata tient bon et dit qu'il le fera à sa façon, c'est-à-dire mater Lala de loin pendant des jours jusqu'à ce qu'elle se sente si mal à l'aise qu'elle finisse par le remarquer. Oka, excédé, explose, bon, eh bien, va te faire voir. J'essaie d'aider comme une personne décente, et toi, tu fais l'idiot. Très bien,
reste là tout seul, vierge et pleurnichard, salut, loser. Pendant ce temps, dans la chambre de Kotono, elle regarde une photo de ses frères et sœurs, mais la façon dont elle fixe Arata n'a rien de très fraternel. Puis Arata passe en mode philosophe et se met à divaguer sur le destin, comment tout est déjà écrit, même qui sont tes frères, sœurs et âmes sœurs, ou un truc du genre. Honnêtement, j'ai un peu décroché. Samedi arrive, et tout le monde se prépare pour fêter l'anniversaire de Kotono. Ils descendent dans la salle à manger pendant qu'Arata monologue dans sa tête. Minami rend les écouteurs qu'Oka lui avait prêtés, mais il en manque un. Oka s'énerve et lance, sérieux, je fais quoi avec un seul? Surtout qu'elle les avait prêtés parce que Minami avait perdu les siens, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Arata, voyant l'attention lui échapper, intervient avec un discours de paix, on est frères et sœurs, on ne devrait pas se disputer. Et là, leur père arrive pour le dîner. Avant le toast, il annonce qu'il a quelque chose d'important à dire. Maintenant que Kotono a 15 ans, il est temps de leur révéler la vérité, ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ils peuvent se mettre en couple entre eux s'ils veulent. Fêtez bien. Arata, complètement sonné, demande ce que ça veut dire. Leur père explique qu'ils sont tous adoptés, qu'ils sont assez grands pour comprendre, et qu'il avait promis à sa défunte épouse de révéler la vérité une fois que la plus jeune aurait 15 ans. Bien que Shion et Minami soient jumeaux, il précise que les autres n'ont aucun lien de sang. Il dit qu'il comprend qu'ils soient tous choqués, mais qu'à partir de maintenant, il sera totalement honnête et répondra à toutes leurs questions. Et hop, sujet clos, on passe à la fête. Ouais, juste comme ça. La bonne commence à servir le dîner pendant que tout le monde est encore en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont probablement chanté joyeux anniversaire avec l'énergie émotionnelle d'une thérapie de groupe post-traumatique, mais malheureusement, on ne voit pas ça. Ils finissent le dîner et passent au salon pour prendre le thé ensemble. Banri dit à la bonne de partir, qu'elle prend le relais, car il y a des affaires familiales sérieuses à discuter. La seule qui a bien mangé, c'est Minami, mais c'est son truc, la bouffe. Banri commente que la petite doit tenir l'optimisme de son père, ce à quoi Seiya répond que ça n'a rien à voir avec la génétique, et même si c'était le cas, elle n'est même pas sa fille biologique. Aïe. Oka ajoute que leur père a choisi le pire moment pour lâcher la bombe. Ouais, il aurait au moins pu attendre qu'il coupe le gâteau. Mais Seiya contre en disant qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait promis à leur défunte mère, et que c'était maintenant ou jamais. Oka comprend, mais se sent trahi. Ça lui fait mal qu'on leur ait caché quelque chose d'aussi important si longtemps. Puis Seiya demande à Banri si elle ne se souvient pas de quelque chose d'étrange, comme le fait que quand Kotono est arrivée à la maison, elle avait déjà environ 4 ans. Banri marque une pause, réfléchit, et dit qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Mais ses frères et sœurs la regardent avec un air de ne ment pas, balance. Elle insiste en disant que ça n'a pas d'importance, que l'important, c'est qu'ils ont grandi ensemble, et même s'ils n'ont pas de lien de sang, ils restent frères et sœurs. Donc, pas de trucs bizarres entre eux. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde, sauf Kotono, qui est clairement accro à son grand frère. Arata va dans sa chambre et commence à réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Soudain, on le voit se diriger vers la salle de bain. En arrivant, il voit les sous-vêtements de sa sœur dans le panier à linge, et pour la première fois de sa vie, ça le perturbe plus que d'habitude. Hier, ça ne semblait pas grave, mais aujourd'hui, ils ne sont plus liés par le sang, et ça change les règles du jeu. Pourtant, Arata se répète qu'ils sont sa famille et qu'il ne cédera pas à la tentation. Il se déshabille et entre dans la baignoire, et oh, surprise, quelqu'un est déjà dedans. Et pour rendre ça encore plus perturbant, il s'agit de Kotono, la seule des sœurs plus que prête à ce que les choses deviennent bizarres. Il hurle, se couvre avec une serviette et essaie de sortir en s'excusant 1000 fois. Mais Kotono, calme, l'arrête et lui demande de lui laver le dos, comme il le fait toujours. Ça sonne plus crépi que ça ne devrait. Arata, encore sous le choc, accepte. Il s'assoit derrière elle et commence à lui frotter le dos, se disant qu'il l'a fait 1000 fois et qu'il ne doit pas avoir de pensée tordue. Kotono, totalement détendue, lui dit qu'elle aime comment il lui frotte le dos et qu'elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle n'est pas très souple. Arata essaie de survivre mentalement à la scène et lui dit de se dépêcher pour rester au chaud, sinon elle va attraper froid. Pendant ce temps, en bas, dans la salle à manger, Oka continue de siroter son thé. On n'a jamais assez de thé quand ton père vient de t'annoncer que tu n'es pas sa fille et que tu peux épouser tes frères et sœurs. Shion s'approche pour parler, et Oka dit qu'elle se sent mal pour Kotono, qui apprend une nouvelle aussi énorme le jour de son anniversaire et si près des examens d'entrée. C'est pas cool. Shion répond que tout ira bien, que les notes ne seront pas un problème, mais Oka n'est pas si sûre. En tant que cadette, elle pense que tout le monde devrait mieux prendre soin d'elle. Elle demande aussi à Shion ce qu'il pense de tout ce bazar. Il hausse les épaules et dit que tout est arrivé si vite qu'il est encore en train de digérer. Oka, d'un ton un peu vulnérable, demande s'il sait ce qu'Arata pense de tout ça. Shion, intrigué, lui demande si ça l'intéresse vraiment. Oka devient sérieuse et lui dit de ne pas compliquer les choses. Elle a passé des années à croire qu'ils étaient jumeaux, donc elle le voit comme une partie d'elle. Shion dit qu'Arata ressent probablement la même chose, mais qu'il reste l'héritier de la maison et son frère.
Il se demande aussi comment le monde les verra maintenant qu'ils pourraient techniquement se marier. Pendant ce temps, à l'étage, dans la salle de bain, Kotono enlace son grand frère, complètement nu. Concernant toute cette histoire qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, Shion mentionne à la fille aux cheveux roses qu'ils pourraient se marier, ce qui ne lui plaît absolument pas, car l'idée dernière la dégoûte rien qu'à y penser. Il précise que c'est juste une hypothèse, puisque, n'étant pas lié par le sang, la loi ne l'interdit pas. Elle continue de ressentir des nausées à cette idée et lui demande si c'est à ça qu'il pense tout le temps. Il lui explique que non, qu'il ressent juste de la gratitude d'avoir une sœur aussi gentille et jolie qu'elle. La fille aux cheveux roses ne le croit pas et, en plus, se sent gênée, car l'idée a dû lui traverser l'esprit. Maintenant qu'elle y pense, elle veut savoir ce qui s'est exactement passé entre le protagoniste et Kotono. Il raconte que, selon ce que le protagoniste lui a dit, Kotono lui a confessé être amoureuse de lui. Elle veut plus de détails sur ce potin, alors Shion explique qu'Arata l'a rejeté, mais comme elle a refusé d'accepter un non, elle s'est rapprochée de force du protagoniste, et c'est ainsi que les choses se sont passées. Le protagoniste a pris toute la responsabilité de l'affaire pour que personne ne soupçonne Kotono, mais en réalité, c'est elle la coupable de tout. Shion pense que Kotono est non seulement confuse, car à cet âge, l'affection et l'amour sont souvent confondus. Et là, l'ambiance devient très tendue, car elle confesse au protagoniste qu'elle l'aime trop, mais il lui demande de se calmer, car tout ça n'est pas correct. Elle veut une explication, mais le protagoniste lui dit que c'est évident, même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils restent frères et sœurs, alors il s'engage à la protéger et à prendre soin d'elle, mais pas de la manière qu'elle voudrait, plutôt comme de vrais frères et sœurs. Kotono dit que le protagoniste est la personne la plus gentille qu'elle connaisse, mais aussi la plus cruelle. D'un autre côté, leur père déclare avoir enfin tenu la promesse faite à sa femme, ce qui le met enfin en paix. Cependant, une visite inattendue vient d'arriver. Notre protagoniste n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe avec Kotono. Bien qu'il soit vrai qu'ils ne sont pas liés par le sang, il ne peut tout simplement pas arrêter de la voir comme sa petite sœur, il ne peut pas ignorer un fait aussi important. En entrant dans sa chambre, il tombe sur Seiya. Il lui demande ce qu'elle fait là, mais elle lui dit que s'il a quelque chose à cacher, il ferait mieux de fermer la porte. Elle lui demande aussi où il était, mais Arata ment en disant qu'il se promenait, car il ne peut pas raconter ce qui s'est passé avec Kotono. Elle ne le croit pas, mais dit que c'est étrange, la chambre du protagoniste est la plus petite de toutes, mais elle semble assez grande. En effet, il a eu la plus petite à cause d'un tirage au sort, et évidemment, il a perdu. Arata ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi la geek est venue, mais de manière inattendue, elle s'approche de lui et lui dit que ça doit rester un secret absolu. Il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne voit pas pourquoi elle agit ainsi, alors qu'elle est censée avoir arrêté de chercher le contact physique il y a longtemps. La geek lui dit qu'elle l'a vu avec Kotono dans la salle de bain tout à l'heure. Le protagoniste n'en revient pas et lui demande ce qu'elle a vu exactement. Elle répond qu'elle a pratiquement tout vu. En fait, elle allait prendre une douche, mais elle les a entendus tous les deux là-dedans. Seiya savait déjà quelque chose à ce sujet, car il est normal que les adolescents confondent le sens ou le sentiment entre amour et affection, donc au début, elle n'y a pas accordé tant d'importance. Cependant, il est probable que la nouvelle qu'ils ont reçue aujourd'hui ait fait tomber toutes les barrières de Kotono. La geek a supposé que le protagoniste a agi comme un grand frère, ce qui est parfait, mais elle voulait vérifier en personne qu'il ne succomberait pas ensuite au charme de n'importe quelle fille. Le protagoniste pense qu'elle aurait pu le faire de manière beaucoup moins directe, mais elle considère que ça n'a pas d'importance, car elle n'a aucun intérêt romantique pour lui, donc c'était la manière la plus simple et directe. Sur ce, elle aborde soudainement le sujet des relations entre proches, qui sont interdites pour des raisons génétiques, mais elle pense que, vu qu'ils ne sont pas liés par le sang, ça change beaucoup de choses, et le contexte aussi. En gros, ils pourraient faire l'amour sans aucun problème. Ça rend le protagoniste tout rouge, car il ne veut pas penser à ce genre de choses. Elle semble avoir fini ici et lui demande de faire très attention, car Kotono pourrait aller trop loin. Elle est personnellement contente qu'il ait réussi à garder son calme, mais avant de partir, elle lui demande de lui montrer un peu de respect, car elle est sa grande sœur, mais aussi un peu d'affection. Notre protagoniste ne sait pas ce qui se passe avec cette journée, elle est complètement folle. Il commence à croire que tout ça sort d'une telenovela. Pourtant, il sait qu'il a passé 16 ans à être le frère de toutes, et ça ne changera pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, Minami demande à la geek ce qu'elle fait là, mais elle répond que rien de particulier. Le lendemain matin, Arata a mal à la tête à cause de tout ce qui s'est passé la veille. Sur le point de partir à l'école, il tombe sur Kotono et Banri, qui portent des uniformes d'infirmières. Le protagoniste leur demande pourquoi elles sont habillées comme ça, et Banri explique que c'est pour leur pratique, et qu'elle en a profité pour l'essayer avec Kotono. Elle lui demande s'il aime comment elles sont, mais le protagoniste évite de répondre pour des raisons évidentes. En sortant, Shion pense que Banri essayait juste de détendre l'atmosphère. Sur le chemin de l'école, les gens ne peuvent s'empêcher de complimenter les filles, encore impressionnées par leur beauté et par le fait miraculeux qu'elles soient toutes sœurs.
Shion se demande sérieusement comment les gens réagiraient s'ils apprenaient qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais pour l'instant, le protagoniste ne veut pas y penser. Au cours de la journée, il a remarqué que tous ses frères et sœurs agissent à l'école comme si de rien n'était, alors que lui est très pensif. Soudain, Minami arrive pour le saluer, car pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas d'entraînement. Le protagoniste la regarde fixement, car il sait qu'elle est très joyeuse et insouciante, mais elle lui demande pourquoi il la fixe comme ça. Arata change de sujet en disant qu'il pensait juste à la pression qu'elle doit ressentir de la part de son entraîneur, car elle travaille toujours dur, a gagné plusieurs compétitions et pourrait même aller aux Jeux Olympiques, ce qui est impressionnant. L'athlète dit que oui, elle fait juste ce qu'elle aime le plus. Le protagoniste la félicite, car c'est un grand talent de pouvoir aimer ce à quoi on se consacre. Juste à ce moment-là, un groupe de filles arrive pour demander des autographes et des photos à Minami, car elle est visiblement très populaire. Le protagoniste lui demande qui elles étaient, et il s'avère que ce sont des membres de son fan club, qui apparemment ont vu une photo d'elle avec l'uniforme masculin. Le protagoniste n'en revient pas. Ensuite, Minami lui demande s'il rentre directement à la maison, car si c'est le cas, ils pourraient traîner ensemble. Elle lui dit qu'elle adorerait, mais malheureusement, elle a raté ses examens et a séché l'entraînement pour étudier et se mettre à jour. Le protagoniste n'est pas surpris, car bien qu'elle soit l'une des meilleures athlètes du Japon, ses notes sont désastreuses. Arata dit qu'il la comprend et décide de l'aider un peu avec ça. C'est ainsi qu'il se retrouve dans un endroit qui ressemble à un karaoké, où il lui explique comment utiliser plusieurs formules pour résoudre certains exercices. Ce qu'Arata découvre maintenant, c'est que Minami, de près, est vraiment mignonne et adorable, mais très distraite, car la plupart du temps, elle regarde autre chose au lieu de prêter attention à ses explications. En fait, à l'examen qu'elle a passé, elle s'est trompée sur presque tout. Bien qu'il soit censé étudier, elle insiste pour aller chanter un peu, profitant de l'ambiance, et elle se lance dans une chanson incroyable sur le fait qu'elle est nulle en études. Au moins, elle est honnête. Elle continue de chanter, le protagoniste semble s'amuser, mais il est surpris de voir à quel point elle peut s'amuser avec n'importe quoi. Arata n'a aucun mal à être avec elle, et il semble qu'elle soit celle avec qui il passe le meilleur moment. En sortant, le protagoniste voit la fille qu'il aime, alors il se cache immédiatement. Minami s'en rend compte, mais pour l'instant, elle ne dit rien. De retour à la maison, elle est heureuse de s'être autant amusée, mais le protagoniste n'est pas complètement satisfait, car l'objectif était d'étudier, pas de chanter. Elle change de sujet en disant que ce qui s'est passé la veille était faux. Il lui demande ce qu'elle en pense, et elle répond qu'elle ne voit pas pourquoi leur père leur mentirait. Donc, la question maintenant est, qui sont les parents biologiques de chacun? Pour l'instant, le mieux serait de discuter avec lui pour qu'il leur donne plus de détails. Le protagoniste ne s'attendait pas à une réponse aussi sensée de la part de Minami. Cela dit, elle dit qu'elle s'inquiète pour Kotono, car c'est la plus jeune et la plus fragile. Ce qui amuse le plus la fille aux cheveux verts, c'est que, en fin de compte, le protagoniste n'est pas leur frère et n'est qu'un gars de l'école. Notre garçon lui demande de baisser un peu la voix sur ce sujet, mais elle continue en disant que ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment ils s'appellent entre eux, car le lien qu'ils ont forgé pendant plus de 15 ans a bien plus de valeur. Elle lui demande donc de ne pas se déprimer juste parce que la fille qu'il aime a un petit ami. Arata ne comprend tout simplement pas comment elle est au courant, mais bien sûr, il s'avère qu'elle lui a tout raconté, sacrément bavarde, la fille. Minami veut lui dire qu'elle connaît toutes ses qualités, celles du protagoniste. Elle sait qu'il est intelligent, drôle, responsable et qu'il aime beaucoup ses frères et sœurs, alors elle lui demande de se remonter le moral. À la maison, Minami lui offre un cadeau, des mini-gâteaux qu'elle adore apparemment. La fille aux cheveux roses lui demande pourquoi elle lui donne ça, et il s'avère que c'est pour accompagner les AirPods qu'elle avait perdus auparavant. L'un d'eux était perdu dans la salle de son club, alors elle veut s'excuser. Elle accepte, mais lui rend aussi les AirPods à condition qu'elle ne les perde plus. Mais maintenant que tout est réglé, elle lui demande de descendre manger les petits gâteaux avec les autres, car il y en a trop pour elle seule. Le lendemain, alors qu'Arata sort de la salle de bain, il se retrouve nez à nez avec Kotono. Par réflexe, il se met sur la défensive, s'attendant à ce qu'elle se déshabille en une seconde et l'attaque avec un de ses accès absurdes, comme elle nous y a déjà habitués. Mais pas cette fois. Kotono se contente de le regarder, pince les lèvres et part en courant comme un petit fan effrayé. Arata reste figé, plus confus qu'autre chose. Cependant, il pense avoir compris le message, même s'il n'est pas très sûr de ce que c'était. Juste à ce moment-là, elle apparaît, comme toujours sans bruit, et lui demande d'un ton moqueur s'il est en train de faire un monologue intérieur. Elle lui rappelle aussi, qu'il doit maintenant l'appeler Seiya avec un surnom mignon. Précédemment, elle lui avait demandé un surnom affectueux, et Arata n'a aucun problème à lui faire plaisir. Un peu plus sérieusement, la fille lui demande s'il est inquiet pour Kotono. Il répond que non, mais il ne semble pas très convaincu. C'est alors que Minami arrive en bondissant comme si elle avait des ressorts aux pieds. Encore surexcitée par la soirée de jeu, elle lui balance à la figure que le score final était de 15 à 5 en sa faveur, et appelle Arata partenaire,
ce qui fait tordre la bouche de Seiya. Ça le dérange, mais il ne sait pas trop pourquoi. Plus tard, à l'école, Arata tombe sur Lala. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Uka apparaît derrière lui comme un esprit farceur. Elle lui demande pourquoi il ne lui avoue pas simplement ses sentiments. Arata répond que ça ne sert à rien, que Lala a déjà un petit copain. Il a déjà été rejeté sans même avoir essayé. Tant pis. Elle part avec ses amis, toute excitée parce que demain, toute la famille va au parc pour continuer à célébrer l'anniversaire de Kotono. Arata est surpris de voir à quel point sa sœur est aimée et populaire, surtout qu'à la maison, elle ne fait que l'emmerder. Les amis d'Uka jettent un œil à Arata et plaisantent sur le fait de l'épouser. Uka s'énerve et leur dit que son frère est un cochon à main baladeuse. Cependant, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, car les insultes constantes qu'elle lançait à son frère se sont transformées en compliments, et sans s'en rendre compte, elle était déjà en train de le flatter. Quand elle s'en rend compte, elle devient rouge comme une tomate et décide de faire comme si elle n'avait rien dit. Le jour suivant, ils arrivent au parc, qui est en gros Disneyland. Minami court embrasser la mascotte lapin comme si elle avait 5 ans. Arata soupire juste. Il se demande si la journée va être comme ça tout du long. Banri leur rappelle qu'ils sont là uniquement pour l'anniversaire de Kotono, mais on ne comprend pas bien ce qu'ils sont censés faire avec ça. Du coup, Kotono reste en arrière comme si personne ne se souvenait que c'est son jour. Les filles commencent à se plaindre qu'elles ont faim. Banri, agacée, dit qu'elle va chercher à manger, mais pas toute seule, alors elle traîne Arata avec elle. Aux autres, elle dit de ne pas bouger, de les attendre. Quand ils reviennent, ils ont tout un tas de trucs, soda, snacks, même des churros, mais il n'y a plus personne. Personne ne les a attendus. Banri fait une tête, et il s'assoit à une table pendant qu'ils essaient de les appeler. Personne ne répond, comme si les téléphones n'existaient pas. Banri hausse les épaules et dit que tant pis, qu'ils n'ont qu'à faire comme s'ils étaient en rencard, parce que bien sûr, c'est tout à fait normal. Arata lui demande ce qu'ils vont faire de la bouffe et aussi de leurs frères et sœurs. Banri répond qu'ils finiront bien par les retrouver un moment ou un autre, et que pour la nourriture, ils mangent ce qu'ils peuvent. Elle dit que ce n'est pas tous les jours qu'elle peut avoir un rencard avec un mec aussi beau que lui. Arata lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, mais Banri dit que personne ici ne le sait, alors qu'est-ce que ça change? Puis elle s'accroche à son bras toute contente et continue à marcher dans le parc. Arata ne peut s'empêcher de remarquer que sa poitrine est bien collée contre lui. Évidemment, Banri s'en rend compte et lui demande s'il est en train de penser à quel point c'est doux. Il l'accuse de le faire exprès, et Banri lui dit que non, qu'elle est juste très bien pourvue, qu'elle n'y peut rien, qu'elle ne peut pas contrôler ça, tant pis. Elle ajoute que c'est peut-être trop pour un vierge comme lui. Et effectivement, Arata n'en peut plus et s'éloigne. Il continue à marcher avec de la distance entre eux. Maintenant Banri rigole et lui dit qu'il devrait se sentir chanceux d'être aux côtés d'une bombe comme elle. Arata se rend compte que c'est vrai, les gens les regardent. En fait, il a déjà entendu dire qu'à la fac, Banri est très populaire, et que parmi toutes les jolies sœurs, c'est elle que les gens préfèrent. Banri le confirme avec fierté et lui balance que s'il se comporte bien en rentrant à la maison, elle le laissera se faire plaisir avec son corps. Au lieu de la remercier pour ce geste, il se fâche et lui dit d'arrêter de se moquer de lui. Ensuite, ils vont à une attraction et le pauvre garçon ne peut pas s'empêcher de mater son fessier tout le trajet. Il est tellement distrait qu'il trébuche et se ridiculise. Banri lui tend la main comme s'il était un petit enfant. Après, il monte sur les montagnes russes. En redescendant, Arata essaie de rappeler ses frères et sœurs. Après un moment, Shion voit enfin les messages et lui répond. Il lui dit qu'ils sont dans la maison des horreurs mais de l'autre côté du parc, donc les retrouver ne va pas être simple. Pendant ce temps, Uka a aussi vu les messages et commence à spéculer. Elle parie que Banri en a profité pour dire à Arata qu'il devrait faire un rencard, et qu'elle est sûrement en train de se foutre de lui en lui frottant les seins chaque fois qu'elle peut. Et tout le monde la croit parce que ça ne paraît pas si absurde que ça. Uka reproche à Arata et Banri d'avoir oublié la fille dont c'est l'anniversaire, mais Seiya dit que c'est en fait eux qui les ont plantés. Bref, comme c'est son anniversaire, il la laisse choisir la prochaine attraction. Dans l'après-midi, Arata et Banri s'assoient pour se reposer. Il essaie de recontacter les autres, mais elle lui dit qu'ils chercheront plus tard. Là, elle a faim et veut se goinfrer. Arata la trouve très mignonne quand elle mange des objets phalliques et se demande ce qu'elle pense de la nouvelle concernant leur père. Il lui pose la question. Banri dit que ça l'a prise par surprise, mais qu'elle ne veut pas être la seule à déprimer à cause de ça, et elle veut savoir comment les autres l'ont pris. Arata ne croit pas devoir lui dire qu'il a failli coucher avec 2 de ses sœurs après avoir appris la nouvelle, alors il se contente de dire qu'il espère qu'ils resteront tous frères et sœurs comme toujours. Banri lui dit qu'il est trop mignon, comme quand il venait vers elle quand il se faisait embêter petit. Elle lui raconte qu'elle avait promis de toujours protéger leur lien fraternel et qu'elle sera toujours là pour aider tout le monde. Arata comprend maintenant pourquoi elle le protégeait autant quand il était môme. Il est temps de chercher les autres, mais une fillette courant avec des sodas trébuche et les boissons vole vers Banri. Arata utilise sa super vitesse pour s'interposer. La petite fille s'excuse pour l'avoir éclaboussée, il lui dit que ce n'est pas grave, lui demande même si elle va bien. Banri essaie de le sécher avec une serviette et lui demande pourquoi il a fait ça.
Arata lui répond qu'il veut lui aussi protéger ses frères et sœurs parce qu'il est l'aîné. Ces paroles laissent Banri complètement fondu. Après ça, il retrouve enfin les autres. On lui demande pourquoi il est tout trempé et s'il va bien. Maintenant qu'ils sont tous réunis, ils vont à l'attraction suivante. En marchant, Banri lui demande si elle peut lui tenir la main juste parce qu'elle en a envie. La nuit tombe et les filles s'excitent à cause des lumières du parc comme des mouches. Arata et Shion ont envie d'aller aux toilettes, et c'est le cas pour Kotono aussi qui les accompagne. Seiya en profite pour raconter le potin, tout ce qui s'est passé entre Kotono et Arata. Elle raconte ce qui s'est passé dans la salle de bain, elle l'a surpris en flag, et quand elle a demandé à Arata, il a confirmé que oui, c'était bien ce qu'elle croyait. La gamine a essayé de lui mettre la main dessus. Elle dit qu'elle n'a pas voulu trop y prêter attention pour ne pas causer de problème à la gamine, et qu'elle a vérifié elle-même qu'Arata n'avait rien ressenti à ce moment-là. Uka lui demande comment elle a vérifié, et Seiya dit qu'elle lui est montée dessus, qu'elle a bougé, et que même comme ça, il n'a pas réagi. Cette affirmation surprend les sœurs, et Uka réalise que toutes veulent le croquer. Elle dit qu'elle a fait ça seulement pour éviter de plus gros problèmes. Tout ça au nom de la science. Mais elle voulait aussi son petit surnom mignon. Au final, elles accusent Kotono d'avoir tout provoqué. Elle suppose que ce n'est que la puberté, l'âge des pulsions, comme disent les vieilles, et elle ne pense pas devoir la gronder pour cela. Mieux vaut faire comme si elle ne savait rien. Puisque le ragot est chaud, Uka en rajoute. Elle raconte l'incident précédent, où Kotono a encore mis la main sur Arata, et à l'époque, ils pensaient encore être frères et sœurs. Elle précise toutefois qu'Arata s'est toujours blâmé pour ça. Cela prouve que la gamine est à fond, mais elle pense que ça peut encore être une phase. Seiya dit que c'est possible, mais il faut souligner que maintenant, ils savent qu'ils ne sont pas frères de sang. Cette révélation puissante a libéré la panthère de ses chaînes. Banri insiste pour dire que ce n'est qu'une gamine perdue. Elle raconte qu'elle aussi a eu besoin de temps pour digérer la chose. Elle a demandé à son père d'où elle venait, et apparemment, ils étaient tous orphelins, mais dans son cas à elle, elle ne sait pas qui sont ses vrais parents. Bref, elle décide d'attendre de voir comment les choses évoluent. Tant qu'Arata ne les encourage pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et vous avez vu qu'il n'a jamais profité de la situation avec aucune. Les autres reviennent et demandent ce qu'ils vont faire maintenant. Elles veulent aller à la maison hantée. Tout le monde se promène dans le parc, et ils demandent à Kotono si elle passe un bon deuxième anniversaire. Maintenant, elles veulent aller à la boutique de souvenirs acheter des peluches hors de prix, mais comme ils sont riches, ils s'en fichent. En marchant, Arata a sa réflexion finale, mais c'est toujours la même, oh là là, on est tous si confus, qu'adviendra-t-il de notre lien fraternel? Arata attend devant la boutique quand il voit passer une fille. Pendant un moment, il croit que c'est sa Lala, cette Lala qui est avec un autre mec. Le pauvre, il en a un coup de pression. Uka lui demande ce qu'il fait là tout seul, et lui, encore secoué par ce qu'il croit avoir vu, lui répond simplement qu'il ne s'intéresse pas aux peluches. Uka le prend alors par le bras et l'emmène se promener, en lui disant qu'elle doit lui parler. Depuis qu'ils ont appris qu'ils ne sont pas jumeaux, elle se sent bizarre. Elle pense qu'ils doivent en discuter. Mais Arata lui dit de ne pas s'inquiéter, que pour lui, ils sont toujours jumeaux. Elle lui répond que s'il continue à fuir la réalité, il va le regretter, en plus d'allonger inutilement l'intrigue. Elle se souvient avec tendresse qu'il croyait avoir de la télépathie parce qu'il gagnait toujours à pierre-feuille-ciseaux. Arata ne comprend pas où elle veut en venir, alors elle se tourne vers lui et, sérieusement, lui dit qu'elle veut aussi le croquer. Arata se rappelle qu'un jour, dans les toilettes de l'école, Shion demande à Arata s'il a déjà vu ses sœurs comme des filles normales. Arata ne comprend pas cette question, et Shion explique que maintenant qu'ils savent qu'ils ne partagent pas de gènes, ce ne sont que des filles normales avec lesquelles ils sont très proches. Arata lui répond qu'il n'a jamais vu ses sœurs autrement, et il sait que Shion non plus. Shion lui rappelle qu'il a une copine, donc c'est doublement interdit pour lui. Il lui dit aussi qu'il a raconté à Oka ce qui s'est passé entre lui et Kotono. Arata la connaît et sait qu'elle ne l'a probablement pas cru, mais Shion assure que sa jumelle n'est pas aussi pourrie qu'il le pense. Arata réalise alors que sa sœur est une vraie tsundere et se lance dans son discours habituel, peu importe ce qu'on a découvert, on reste des frères et sœurs, et rien ne changera notre relation. Shion lui dit que si quelqu'un à l'école l'apprend, ils ne pourront pas arrêter les rumeurs comme quoi dans cette famille, c'est la pagaille générale. De retour au parc, on voit Oka qui dit à Arata qu'elle l'aime. Oka lui dit qu'elle est fière de lui parce que, même s'ils n'ont plus de lien de sang, il n'a pas profité de la petite Kotono et a réagi comme un parfait grand frère. Sa confession précédente ne voulait donc rien dire, parce que le je t'aime était un je t'aime comme un frère. Donc, ça ne compte pas. Arata ne pense pas qu'Oka pourrait tomber amoureuse de lui, mais ça le dérange quand même, et il la traite de tsundere. Oka l'envoie balader et va aux toilettes. Elle lui demande de dire à Seiya que le souvenir qu'il doit lui acheter doit être bleu. Arata comprend alors qu'Oka s'inquiétait que cette situation puisse changer leur relation. Mais soudain, il la regarde autrement, puis il se ravise aussitôt. Le lendemain, Arata va faire de l'exercice dans la salle de sport de la maison. Minami arrive pour sa routine d'exercice, et Arata lui sort quelques blagues censées être drôles, mais elles sont nulles à chier. Apparemment, ce sont les seuls à faire du sport, Minami veut devenir une athlète pro,
et Arata parce que son père lui a appris qu'un leader doit prendre soin de lui. Passons au drame. Alors que les filles choisissent quoi acheter au magasin, certaines se demandent de quelle couleur Oka voudrait. Comme elle est sortie, il faut envoyer quelqu'un lui demander. Minami se propose. Elle la voit alors en train de parler à Arata et entend Oka lui dire qu'elle l'aime. Elle sait qu'interrompre serait malpoli, alors elle s'éclipse sans se faire remarquer. Maintenant seule avec lui, elle veut lui demander ce qui s'est passé mais ne sait pas comment aborder le sujet. Arata la voit nerveuse et lui demande si elle ne commence pas sa routine. Minami dit oui, patron, et commence à soulever des poids pour se donner du courage. Elle lui demande cache ce qu'il se passe entre lui et Oka. Arata ne comprend pas, Minami panique et dit que ce n'est rien, qu'il oublie. Arata ne veut pas en rester là. Il admet qu'ils se disputent souvent, mais qu'ils se réconcilient toujours. Il comprend que ça puisse inquiéter les autres, mais c'est juste leur relation. Minami est soulagée d'apprendre que tout va relativement bien. Comme la situation est gênante, elle décide de reporter son entraînement et les laisse seuls lui et ses puissants abdos. Arata est toute chamboulée et ne sait pas si sa réponse était sincère ou si elle cache quelque chose. Après son entraînement, Arata va prendre un bain. Malgré la taille de la maison, ils n'ont qu'une seule salle de bain. Et Arata ne s'est pas frappé avant d'entrer. Donc, il entre comme si de rien n'était et voit sa sœur en sous-vêtements, prête à se laver. Au lieu de sortir, il se cache derrière un mur et lui reproche de ne pas avoir fermé à clé, vieille cochonne. Seiya, qui a vu autant d'animes, sait que c'est une situation typique et que l'inconfort d'Arata montre qu'il y a une tension. Arata essaie de faire genre il n'est pas gêné pour lui montrer qu'il n'y a aucune attirance, mais ça ne marche pas. Seiya continue à se déshabiller et lui dit de juste fermer la porte. Mais il reste planté là, la porte grande ouverte, pendant que sa sœur se déshabille complètement. Elle entre dans la douche, et Arata veut enfin fermer la porte, mais une serviette par terre l'en empêche. Il s'en sert d'excuse pour entrer dans la salle de bain. Il voit une bague sur le lavabo et lui demande si elle lui va maintenant. Elle dit qu'elle est encore un peu grande, mais qu'elle la porte parce que c'est un souvenir de leur mère. Arata comprend qu'il n'y aura rien d'autre, alors il part. Une fois habillé, Banri entre dans sa chambre. Elle est surprise de voir que tout est en ordre, mais leur père leur a appris à toujours garder leur chambre propre. Banri pensait que ce serait une chambre d'ado typique, avec des posters de filles, des jouets et des chaussettes puantes. Elle fouille son ordi et maintenant Arata panique. Il ne comprend toujours pas ce qu'elle fait là. Mais elle lui demande s'il veut avoir un bon rendez-vous. Et il n'est pas assez stupide pour dire non. Elle l'emmène dans un magasin de téléphonie pour lui changer son téléphone. Quelle gentille sœur. Ensuite, la vendeuse leur propose 2 modèles, un avec de meilleures caractéristiques et l'autre plus coloré. Comme tout homme sensé, Arata prend celui avec les meilleures caractéristiques. Banri remarque son choix et dit que les téléphones sont comme les petits amis. Arata demande pourquoi. Elle explique que si tu choisis en fonction du design, tu te soucies de l'apparence. Si tu choisis selon les caractéristiques, tu t'intéresses à la personnalité. Heureusement, Arata a bien choisi. Mais il dit que l'apparence compte aussi, car elle aide à supporter les défauts de personnalité. La vendeuse revient avec le téléphone et, en les voyant ensemble, leur propose une promo couple. Arata veut dire la vérité, mais Banri l'enlace et demande le rabais en lui frottant la poitrine dans le dos. Arata avoue qu'ils sont juste frères et sœurs. Voilà quelque chose que la vendeuse n'oubliera pas de sitôt. Après l'achat, il s'arrête pour une glace. Banri prend une glace 3 boules parce qu'apparemment, elle adore les boules. Elle se demande s'ils auraient dû en acheter pour les autres, mais Arata lui dit que ça aurait fondu avant d'arriver. Elle lui demande s'il se souvient d'une grosse dispute qu'ils ont eue enfant à cause de glace. Minami avait pris une glace qui appartenait à Kotono. Elle l'a dénoncé à Oka, qui ne garde jamais rien pour elle, donc elle est allée régler ses comptes avec Minami. L'histoire a dégénéré et les 5 se sont disputés. Kotono, triste, est allée se cacher dans le placard, son endroit favori quand elle est déprimée. D'où son surnom, la fille du placard. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Banri a peur de tout ce qui est paranormal, même les faits. Elles se disent que si elles devaient se rappeler toutes leurs disputes, un seul épisode ne suffirait pas. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sont tous des frères et sœurs. Banri demande à Arata comment il va ces temps-ci. Il lui demande dans quel sens. Elle veut savoir s'il a des soucis. Il dit que non, il est juste né avec une tête de constipé, donc il a toujours l'air préoccupé. Mais il veut savoir pourquoi elle demande. Elle dit que c'est juste pour papoter, et au cas où son petit frère aurait besoin de se confier. Qu'il sache qu'elle a des seins pour pleurer, enfin, qu'il peut venir lui parler. Ok, dit Arata. Pendant ce temps, à la maison, Kotono regarde les photos de son anniversaire quand elle reçoit un message dans le groupe des sœurs. C'est une photo d'Arata mangeant une glace, le nez plein de glace. Kotono voit la photo et ressent quelque chose en elle. Personne n'insulte ses chouchous. Elle s'apprête à répondre fermez-la, vieille poufiasse, mais se rappelle quelles sont ses sœurs, alors elle choisit la paix. Elle efface le message, soupire et se remet à ses études. Mais elle garde quand même la photo de son doudou. Du bon matériel à utiliser plus tard. Après avoir fini leur glace, Banri demande où Arata compte l'emmener ensuite, mais il reçoit un message et lui dit « Mince, il y a un imprévu ». En observant Seiya de plus près,
Arata remarque qu'elle est plus sérieuse et pensive qu'avant. Il s'approche donc d'elle et se rend disponible pour discuter avec la jeune fille, au cas où elle aurait besoin de parler. En voyant cela, elle compare sa générosité à celle d'un prince sur un cheval blanc. Elle profite alors de sa gentillesse pour l'emmener jouer au Twister. Pendant le jeu, Seiya remarque des signes d'émotion forte en elle depuis qu'elle est venue lui rendre visite dans sa chambre l'autre jour. Cela commence à l'inquiéter, car cela pourrait signifier qu'elle est tombée amoureuse de lui. En faisant tourner la roulette, elle lui demande de mettre le pied droit sur le cercle bleu. Cependant, Arata le fait tout en gardant son corps en arrière, comme s'il voulait éviter de se rapprocher d'elle. Bien que cela la dérange un peu, elle continue de jouer normalement, jusqu'à ce qu'elle commence soudainement à se rapprocher de plus en plus de lui, le mettant visiblement mal à l'aise. Mais Seiya affirme que cela ne va pas à l'encontre des règles du jeu. Arata la corrige en disant qu'elle viole les règles de l'espace personnel. En le voyant rougir, Seiya dit qu'elle est intéressée à explorer davantage ses émotions chez Arata, pour voir jusqu'où il est capable d'aller avec cela. À mesure que le jeu avance, Arata remarque que le contact entre eux est moins intense que ce qu'il redoutait, ce qui le soulage un peu. Il pense pouvoir se sortir plus facilement de cette situation embarrassante. Cependant, Seiya décide d'être encore plus audacieuse, plaçant son pied plus près de lui et prenant une position très suggestive. Arata crie alors qu'il abandonne le jeu, ce qui fait suspecter à Seiya qu'il était en réalité un peu excité par la position dans laquelle elle se trouvait. Il décide alors de continuer à jouer, pour ne pas donner l'impression qu'il a été troublé. Mais, en reprenant le jeu, Arata doit placer son pied sur un autre cercle bleu, le seul qu'il puisse atteindre étant juste derrière Seiya, ce qui les met dans une position encore plus ambiguë. En observant les expressions d'Arata, Seiya le voit rougir et lui demande pourquoi. Arata ravale ses émotions et continue de jouer, bien qu'il soit très mal à l'aise. Seiya en profite pour expliquer que le plaisir humain est régulé par 3 substances dans le cerveau, la dopamine, liée à la victoire, l'ocytocine, liée à l'amour, et la sérotonine, qui procure un sentiment de calme. Elle explique que les relations entre deux personnes sont généralement dirigées par la dopamine et la passion dans les premiers mois, jusqu'à ce que le couple atteigne l'amour véritable et l'ocytocine, la forme la plus pure de l'amour. Elle en déduit que le passage d'un état à l'autre se fait lorsqu'un certain niveau de confiance est développé, mais ce changement se produit de manière naturelle et soudaine, au point que la science ne parvient pas encore à expliquer ce qu'est vraiment ce sentiment de confiance. Même si tous les humains, y compris Seiya, recherchent le plaisir et le bonheur, elle ne comprend toujours pas très bien ce qu'est le romantisme. Elle se demande alors si elle pourrait commencer à faire confiance à quelqu'un en passant 50 ans à ses côtés ou si cela devrait se développer de manière purement instinctive. Et alors qu'elle se perd dans ses pensées, elle perd la force dans ses muscles et tombe de tout son poids sur Arata, qui la réprimande rapidement en disant qu'elle aurait pu tomber sur le côté. Mais Seiya explique qu'ayant perdu la force musculaire, il ne lui restait plus qu'à tomber sur lui. Cela dit, elle met fin au sujet et affirme que son test a été un succès, car elle n'a ressenti aucune émotion forte pendant l'exercice, seulement de l'effort physique. Même si elle soupçonnait déjà ne rien ressentir pour Arata, elle a voulu faire ce test pour en avoir la certitude. Elle préfère avoir une preuve incontestable plutôt que de rester sceptique sans fondement. Ayant prouvé qu'elle ne ressent rien pour lui, Seiya croit pouvoir désormais étudier pour les examens sans trop de distraction. Elle remercie donc Arata d'avoir accepté de participer à son test, même s'il n'a pas coopéré autant qu'elle l'aurait souhaité. Après qu'elle a quitté la pièce, Arata reste confus face à tout ce qui vient de se passer. Soudain, il se souvient du moment où Seiya lui avait dit qu'ils pouvaient avoir une relation puisqu'ils n'ont jamais été de vrais frères et sœurs. Dès que cette pensée envahit son esprit, Arata pousse un cri désespéré. Oka l'entend hurler comme un fou et vient le voir pour comprendre ce qu'il se passe. Durant leur conversation, elle dit avoir entendu la voix de Seiya dans les parages. Mais Arata détourne la conversation en disant qu'il jouait seul. Profitant du fait qu'il n'a rien à faire, Oka l'invite à jouer à des jeux avec elle. En chemin, il se souvient de quand ils jouaient ensemble enfant. À l'époque, Oka réagissait toujours de manière particulière lorsqu'il la battait. C'est quelque chose qu'il ne voudrait pas revivre. Mais en y repensant, Arata change de sujet dans sa tête et se souvient du jour où Oka lui a dit qu'elle l'aimait, de nulle part. Même si elle avait précisé qu'elle l'aimait comme un frère, Arata n'arrive pas à se faire à cette idée, surtout qu'elle lui a lancé cette phrase alors qu'il n'était pas préparé. Perdu dans ses pensées, Arata s'assoit simplement et commence à jouer, laissant de côté ses réflexions. Durant la partie, il perd plusieurs fois d'affilée contre Oka, car elle a beaucoup progressé depuis leur dernière partie. Soudain, Oka se laisse distraire au point de toucher Arata sans même s'en rendre compte. Lui remarque alors son doux sourire qui exprime son bonheur. Mais il pense qu'il lui a déjà laissé assez de plaisir en la laissant gagner. Il décide donc de jouer sérieusement. Quand Oka perd contre lui, elle se fâche et demande comment il est devenu si fort d'un coup. Arata prétend avoir eu de la chance, mais Oka n'achète pas vraiment cette excuse. Elle décide de faire une pause pour aller aux toilettes, même s'ils sont en pleine partie. Arata ne comprend pas trop, mais elle fait le tour du canapé et commence à l'étrangler en lui disant de se rendre. Il obéit, demandant grâce, mais Oka continue malgré tout.
Il se voit alors obligé de la repousser de force. En le faisant, il tombe accidentellement sur elle. Oka, à ce moment-là, commence à le frapper en disant qu'il a utilisé trop de force. Durant cette scène, l'esprit d'Arata est envahi par des pensées étranges. Il se répète alors que, malgré tout, ils sont encore simplement frères et sœurs. Oka lui dit alors qu'il est enfin devenu un homme, mais se détache immédiatement de lui et quitte la pièce, disant qu'elle est fatiguée de jouer. En sortant, elle regrette qu'Arata n'ait pas été plus audacieux et se soit simplement comporté comme un grand frère. Arata, quant à lui, est troublé par la phrase qu'elle a dite lorsqu'il était au-dessus d'elle, sur le fait qu'il soit devenu un homme. Il se dit qu'elle voulait peut-être simplement dire qu'il est passé de garçon à homme. Mais même s'il veut croire ça, il pense qu'il pourrait y avoir un autre sens derrière les propos suggestifs de la jeune fille. En réfléchissant trop à cela, Arata se remet à crier, mais réalise rapidement qu'il ne peut rien faire. Il décide alors d'aller simplement dormir. Le lendemain, Arata est appelé pour discuter avec son père, qui lui demande comment ses frères et sœurs ont réagi à la bombe qu'il a lâchée ce jour-là. Arata dit que tous ont adopté des personnalités différentes depuis. Pendant la conversation, Kanami lui demande s'il a déjà trouvé quelqu'un à épouser. Pendant ce temps, les sœurs regardent un film romantique. À la fin, quand le protagoniste fait sa déclaration à sa prétendante, elles sont toutes émues par la fin. Sauf Oka, qui s'oppose à tout en disant que recevoir une déclaration dans un monde post-apocalyptique comme dans le film serait désastreux. Banri lui demande alors quel serait, selon elle, le contexte idéal pour une déclaration d'amour. Oka répond qu'il faut juste être poli, avoir un bon compte bancaire et être un homme grand. En entendant cela, Seiya conseille à Oka de lire moins de mangas pour éviter d'avoir l'esprit dominé par des idées irréalistes d'un homme idéal. Une fois cette discussion d'adulte terminée, les filles regardent Kotono et remarquent qu'il lui faudra encore du temps avant de penser à tout ça, puisqu'elle est encore à l'école primaire. Soudain, les filles décident d'aller dormir, mais Kotono reste un peu en arrière, puis rejoint les autres. Arrivée près d'elle, Kotono confesse qu'elle aime Arata, ce qui laisse tout le monde confus. Banri tente de calmer la situation en disant que Kotono aime beaucoup Arata, mais sans intention romantique. Mais Kotono affirme clairement qu'elle l'aime comme un homme. Et comme ils ne sont pas liés par le sang, elle pense toujours à sortir avec lui, car légalement, il n'y aurait aucun problème. Elle déclare même voir toutes ses sœurs comme des rivales dans son amour pour Arata. Elle dit avoir été heureuse d'apprendre qu'ils n'étaient pas de vrais frères et sœurs, car cela ouvre la porte à une relation avec lui. Pendant ce temps, Arata continue de fixer Kanami après sa question embarrassante. Il coupe alors court et lui demande pourquoi il a épousé leur mère. Kanami va droit au but en disant qu'il l'a d'abord trouvée belle. Durant la conversation, Arata revient sur la confession que Kanami a faite à tous les enfants, et suppose qu'il devait avoir une raison de le faire à ce moment-là. Mais malgré tout, Arata pense qu'ils ne s'habitueront jamais à cette situation, bien qu'il soit fier d'être l'aîné de la famille Shunji. Il affirme donc qu'il fera tout pour protéger le bonheur de ses frères et sœurs. Après la scène intense, on retrouve le protagoniste en train de faire de l'exercice. Pendant ce temps, toutes les autres filles aux cheveux colorés ne peuvent s'empêcher de penser à ce que Kotono a dit. Après tout, elles n'auraient jamais imaginé que leur sœur la plus calme exprime aussi clairement ses véritables sentiments envers Arata. Quant à Minami, elle aussi se met à y penser plus calmement en se rappelant les matchs qui approchaient. Alors, elle quitte la maison plus tôt que d'habitude et tombe nez à nez avec Arata, qui lui demande pourquoi elle sort si tôt de chez elle. À cela, la jeune fille l'ignore simplement et court vers son entraînement matinal, car elle ne veut pas révéler son malaise suite à la déclaration de Kotono. En s'enfuyant, Arata attire à nouveau son attention et lui dit qu'elle agit bizarrement ces derniers temps. Il insiste donc pour savoir ce qui se passe, car en l'aidant mentalement, Minami aura une meilleure performance lors du match de la semaine prochaine. Bien que Minami remarque le désir sincère d'Arata de l'aider, elle continue de faire semblant et affirme qu'elle va très bien. Quant à Arata, il rentre chez lui, retrouve Banri en train de servir de la nourriture au chien, alors qu'il aurait dû sortir courir avec lui ce matin-là. Banri suggère alors de réduire la quantité de nourriture donnée à l'animal. Mais dès que le chien voit cela, il commence à mordre le postérieur d'Arata, montrant clairement qu'il n'apprécie pas cette idée du tout. Pendant ce temps, Minami impressionne toutes ses amies durant l'entraînement. Cependant, dès qu'elle pense à Kotono, Minami commence à perdre sa concentration. Elle se force alors à se focaliser sur le jeu. Après avoir pris une pause de 15 minutes, Minami est abordée par son groupe d'amis qui commence à louer sa performance. Soudain, Minami aperçoit Nao juste à côté d'elle et l'invite à un match de tennis. Dès que le match contre Nao se termine, elles s'assoient ensemble sur un banc pour discuter. Lors de cette conversation, Nao révèle qu'elle quittera le club de tennis dès la fin du tournoi interscolaire. Ainsi, elle ne financera plus les boissons pour Minami. De plus, Nao explique qu'elles resteront amies quand même, à condition que Minami lui obtienne des billets et des passes pour Wimbledon dans 5 ans. Durant leur discussion, Nao raconte qu'au départ, elle n'aimait pas Minami, car dès qu'elle a appris qu'une prodige du primaire arrivait au club, elle était persuadée qu'elle serait une enfant gâtée et arrogante. Pourtant,
Bien que Minami soit effectivement la plus prétentieuse parmi les joueuses, Nao souligne aussi qu'elle est celle qui se donne le plus de mal, ainsi que la plus positive, ce qui rend les autres filles plus enthousiastes pendant les entraînements. Selon elle, Minami fut la première coéquipière plus jeune qu'elle ait vraiment soutenue de cœur. En effet, elle sent que les autres filles manquent de profondeur. Et concernant Minami, elle porte l'équipe sur ses épaules, et c'est justement pour cela qu'elle croit qu'elles ont de grandes chances de gagner le tournoi cette année, ce qui la rend contente. Après avoir entendu tout cela, Minami fait une drôle de tête et lui dit que c'était là le plus grand discours motivant qu'elle ait jamais entendu. À ces mots, Nao commence à rougir et essaie de détourner la conversation en lançant un nouveau défi à Minami pour un autre match de tennis. En revenant jouer, Minami entend quelques filles parler du fait que Nao n'ait pas été recrutée par l'équipe d'une quelconque université. C'est pour cela qu'elle aurait décidé d'abandonner sa carrière dans le tennis pour se diriger vers quelque chose de professionnel, mettant ainsi un terme à sa vie sportive scolaire. En entendant ces rumeurs, Minami repense à ce que Nao avait dit auparavant, selon lequel c'était elle qui portait l'équipe. Mais contrairement à cela, Minami pense que c'est plutôt Nao qui l'a porté tout au long de ce parcours. En effet, c'est Nao qui l'a accueilli à bras ouverts dès son arrivée au club. C'est Nao qui l'a mise au défi à l'époque, même si elle ne pouvait déjà plus la battre. Revenant au présent, Minami se pousse encore davantage à gagner ce tournoi interscolaire, ne serait-ce que pour offrir à Nao une dernière médaille d'or avant qu'elle ne quitte le sport. En rentrant chez elle après l'entraînement, Minami retourne directement s'entraîner lorsqu'Arata vient la voir. En la voyant si motivée, il décide de l'aider à intensifier son entraînement. En entendant cela, Minami lui répond qu'elle a déjà toute la structure nécessaire, donc il n'a pas à s'en préoccuper. Cependant, Arata commence à trouver étrange quelque chose chez elle et suggère que Minami pourrait être blessée. Elle essaie alors de dire que tout va bien, mais Arata comprend immédiatement qu'elle ment effrontément et lui rappelle qu'elle ne ment absolument pas bien, car Yamaguchi l'a vu soigner ses blessures dans la salle de bain et l'en a informé. Arata lui dit alors qu'elle agit bizarrement depuis tout ce temps précisément parce qu'elle voulait cacher sa blessure. Cependant, Minami note qu'il est complètement trompé, car en réalité, elle est inquiète à cause de ce que Kotono a dit à toutes les sœurs. Pendant ce temps, Oka boit du thé en réfléchissant au CV de Kotono de la veille. À cette occasion, Minami suggère que Kotono a peut-être été influencée par les séries romantiques qu'elle regarde souvent avec les autres sœurs. Cependant, Seiya contredit cette hypothèse et rappelle à Minami que Kotono est assez grande pour ne pas être influencée par une simple série télévisée. De plus, elle souligne que le fait que Kotono, généralement si timide, ait osé dire ces choses montre qu'elle parlait sérieusement. Pendant ce temps, Arata commence à masser la jambe de Minami afin de réduire la douleur. Toutefois, Minami rappelle que sa blessure n'était pas si grave pour qu'il s'inquiète autant. Elle commence alors à protester, disant qu'elle préférerait jouer au tennis ou faire n'importe quoi d'autre impliquant de bouger son corps. Pendant ce temps, Arata se concentre sur le massage des jambes de Minami, jusqu'à ce qu'il repense soudainement à l'incident avec Oka et commence à chasser de son esprit ses pensées inappropriées. Malgré cela, Arata ne peut s'empêcher de regarder Minami de plus près, réalisant à quel point elle est belle, ce qui explique tous les admirateurs qu'elle a dans sa classe. En se surprenant à avoir de telles pensées, Arata reprend conscience et repousse résolument tout type de pensée inappropriée. Il change alors de sujet et demande à Minami si elle a déjà parlé à l'équipe de sa blessure à la cheville. Minami répond qu'elle n'a pas l'intention de dire à personne qu'elle est blessée, car tout le monde compte sur elle pour la compétition, et elle ne veut pas inquiéter ses coéquipières ni les décevoir. Arata comprend les sentiments de sa sœur, mais il lui conseille de ne pas trop forcer jusqu'au jour du tournoi, car si la situation empire, cela pourrait être pire encore. Quelque chose dans l'air entre eux rappelle à Arata la relation fraternelle qu'ils partagent, et il rit intérieurement en repensant à lui en train de brosser les dents des filles, une scène complètement inappropriée. Bien qu'il comprenne ce qu'il dit, Minami affirme que ce tournoi est extrêmement important pour elle, et qu'elle doit donner son maximum pour le remporter. Elle assure donc qu'elle guérira rapidement tant qu'elle ne fait rien d'idiot. Arata décide finalement de lui faire confiance, mais lui demande de ne pas trop exagérer pendant les entraînements. Peu après, Minami se lève et commence à masser les épaules d'Arata en guise de remerciement pour son aide. Puis, après cela, Arata se dirige vers sa chambre, mais en chemin, il tombe face à face avec Kotono. Il réalise alors que c'est la première fois qu'il est seul avec elle depuis le jour où elle s'est déclarée à lui dans la salle de bain. En l'entendant si silencieuse, Arata ressent un malaise dans l'air et décide simplement de continuer son chemin comme prévu. Cependant, Kotono l'interrompt et lui demande s'il était avec Minami. Il répond oui, mais précise qu'ils étaient seulement en train de s'entraîner. Même en entendant cela, Kotono reste suspicieuse et lui demande si Minami a fait quelque chose d'étrange pendant qu'ils étaient seuls. En entendant cela, Arata ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire et suppose que Kotono a peut-être deviné que Minami était blessée. Il lui demande alors si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Au lieu de répondre, Kotono lui demande simplement de laisser tomber ce sujet. Le jour de la compétition arrive, et Minami participe comme prévu. Durant le jeu, elle repense à Nao et se promet de ne pas laisser sa carrière se terminer par une défaite et de la frustration.
car Minami veut remercier Nao de lui avoir fait redécouvrir sa passion pour le tennis. Elle bat finalement sa première adversaire, offrant la victoire à l'école Seijo. Il passe donc en demi-finale du tournoi. Après le match, Minami est félicitée par toutes les filles de sa classe qui complimentent ses services. À leur tour, elle la remercie pour sa performance exceptionnelle. Minami répond que c'est toute l'équipe qui a gagné, et pas seulement elle. Après cela, les filles quittent les lieux, et Minami commence à rentrer chez elle, mais elle sent soudain une douleur à la cheville. Une fois arrivée à la maison, elle reçoit à nouveau un massage des mains d'Arata, toujours inquiet pour sa blessure. Cependant, Minami fait semblant et dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. De plus, elle ajoute que l'entraîneur Matsubara lui présentera bientôt un coach personnel. En entendant cela, Arata lui répond qu'elle n'a pas besoin de 2 entraîneurs, plaisantant en disant qu'il va donc démissionner. Minami le remercie alors pour l'aide qu'il lui a apportée ces derniers jours. Arata dit se sentir plus soulagé maintenant qu'il sait qu'elle recevra des soins professionnels, contrairement à lui, qui n'est qu'un frère inquiet. Le jour de la finale du tournoi interscolaire arrive. Arata se lève tôt pour aller courir, mais avant de partir, il cherche Minami et découvre qu'elle n'est pas à la maison. Il suppose alors qu'elle est simplement partie plus tôt s'entraîner. Cependant, il remarque que les chaussures de tennis de Minami sont toujours à l'entrée, ce qui signifie qu'elle n'est pas sortie pour s'entraîner. Les autres arrivent aussi et disent qu'elles ne l'ont pas vue non plus. Pareil pour Shion, qui ne l'a pas vue, et avec ça, toute la famille est en alerte. La recherche de Minami n'a pas porté ses fruits, et l'inquiétude de tout le monde est devenue palpable. Mais, comme surgit de nulle part, la voilà qui réapparaît, l'air de rien, demandant ce qui ne va pas. On lui demande où elle était passée, et elle répond qu'elle est simplement allée au magasin. Le protagoniste n'en revient pas, elle était censée partir à 7 heures du matin pour la finale. Minami explique qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, que les remplaçantes doivent être présentes à l'heure du match. Oka lui demande si elle ne va pas jouer, mais la fille aux cheveux verts préfère s'éclipser, en disant qu'ils n'ont pas à s'en faire. Tout le monde se demande ce qui lui arrive. Shion n'en sait rien, et Arata se questionne sur un possible lien avec sa blessure. Il y a peu, elle semblait motivée, et maintenant, elle a l'air complètement déprimée. Arata décide d'aller lui parler, mais il se retrouve face à une situation troublante. Ne comprenant pas ce qui se passe, il lui demande ce qu'il en est de son match en finale. Minami le remercie pour son inquiétude et explique qu'on a finalement découvert sa blessure. C'est pourquoi une remplaçante jouera à sa place. Il s'avère que c'est la capitaine qui l'a remarqué, voyant qu'elle ménageait beaucoup son cheville. On lui a conseillé de privilégier sa récupération, car après tout, elle a une longue carrière professionnelle devant elle. Arata veut savoir si cela lui convient, étant donné qu'elle avait dit vouloir voir quelqu'un partir avec une victoire. Avec un grand sourire, Minami répond que c'est la vie, avec une blessure, elle ne peut pas jouer. Le protagoniste comprend, espère que tout ira bien, mais trouve étrange qu'elle agisse comme si de rien n'était, alors qu'hier encore, elle était débordante d'enthousiasme. Ça n'a aucun sens. Soudain, Shion l'appelle pour discuter un peu, car lui aussi est très inquiet pour sa sœur. Il raconte que ce matin, en allant dans le jardin, il a vu quelque chose d'inattendu, Minami, en pleurs, inconsolable. Évidemment, il a fait ce qu'il pensait être juste et a prétendu ne rien avoir vu. Shion considère que Minami feint toujours d'être forte pour ne pas inquiéter les autres, mais qu'en réalité, elle est très sensible, fragile, et porte souvent seule son fardeau émotionnel. Cependant, Shion accepte sa sœur telle qu'elle est, tandis qu'Arata, lui, est partagé. Il décide donc d'aller la chercher immédiatement. Elle a clairement pleuré, mais le protagoniste ne s'embarrasse pas de détour et lui dit d'aller là où elle doit être, tout de suite. En sortant de la maison, il voit que tous ses frères et sœurs sont déjà dans la camionnette, prêts à l'emmener à la finale. Sur la route, l'ambiance est tendue, ils sont en retard, et il ne reste que 20 minutes avant le début du match. La conductrice, stressée à bloc, souffre le plus de la situation. Minami ne sait pas quoi faire. Elle a accepté de venir, mais elle doute que jouer soit une bonne idée. Nao et son propre entraîneur lui ont dit qu'elle ne devait pas jouer. À ce moment-là, Minami crie qu'elle peut le faire, qu'elle veut le faire, car elle admire beaucoup Nao et souhaite qu'elle quitte le sport avec une belle victoire en finale. Elle l'enlace, la remercie, mais lui demande d'être réaliste et de prioriser son bien-être. Bien sûr, les larmes coulent. Arata lui dit qu'il ne sait pas encore ce qui est juste, si la laisser jouer est une bonne idée, mais il veut au moins qu'elle promette de se retirer immédiatement si les choses empirent pendant le match, et qu'elle arrête de mentir, à lui comme à elle-même. La situation à la finale ne semble pas bien se passer, et pour ne rien arranger, ils sont coincés dans des embouteillages dignes d'une grande ville. Tout le monde est stressé et demande au protagoniste ce qu'il doit faire. Marcher n'a pas de sens à cause de la blessure, et il n'arriverait pas à temps. Kotono remarque des vélos en location, parfaits pour l'occasion. Le problème, c'est qu'il faut un compte pour les louer, mais la NER en a déjà un, ce qui ne surprend personne pour une raison obscure. Arata prend Minami avec lui pour partir au plus vite, et Shion lui donne son équipement, indispensable pour le match. Les deux se mettent enfin en route, pendant que la situation pour l'école de Minami empire.
Même Nao dit aux filles qu'elle les remercie pour leurs efforts, mais qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Arata pédale à fond pour arriver à temps, au point qu'on dirait qu'il va s'évanouir. Minami lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle, mais le protagoniste, à bout de souffle, peine à se concentrer. Malgré tout, il lui demande si elle se souvient du jour de la fête des mères à l'école, quand les professeurs ont eu l'idée de faire écrire des lettres de gratitude à leur mère. Certains enfants ont écrit qu'elle leur manquait ou qu'ils auraient aimé la connaître. Oka a pleuré et n'a rien écrit, mais ce que Minami a écrit était incroyable. Elle a littéralement écrit « Tu n'es pas là, mais ça nous a beaucoup rapprochés en tant que frères et sœurs, alors merci ». À ce moment-là, Arata n'avait pas vu les choses ainsi, et c'est là qu'il a compris que Minami était essentielle pour les autres. Elle a toujours été souriante, joyeuse, même dans les pires circonstances. À l'époque, il pensait qu'elle était une tête en l'air, mais il a fini par comprendre que non. En la voyant s'entraîner jour après jour, il a réalisé qu'elle était un prodige, une personne qui ne se contentait pas, mais qui aimait l'optimisme et les défis. C'est pourquoi il la respecte plus que quiconque. Il espère que tout cet effort sera récompensé, mais aussi qu'elle ne se surmènera pas trop cette fois, car cela pourrait mal tourner. Retour à Nao, elle fait un travail remarquable, réduisant l'écart entre les deux équipes. Il y a encore une chance de gagner, mais à voir son visage, on sent qu'elle n'a pas confiance en la remplaçante. De manière totalement inattendue, Minami arrive, ou plutôt, c'est le protagoniste qui se penche pour supplier Nao de la laisser jouer. Pas seulement parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle le mérite. Elle mérite de conclure ce match si important pour elle, pour ce qui le représente dans son cœur. Nao lui demande si elle est vraiment capable de jouer, et elle répond que oui. Comme l'entraîneur n'est pas convaincu, c'est Nao qui insiste pour qu'on donne une chance à Minami. Voyant sa détermination, il accepte de la laisser jouer. Les autres sont arrivés sur place et se dirigent vers les cours de tennis le plus vite possible. Le duel est sur le point de commencer. Minami ressent une immense pression, mais ses frères et sœurs lui font savoir qu'ils la soutiennent depuis les gradins, même si la juge du match leur demande de se taire. Le match commence enfin, et à plusieurs reprises, on peut voir que l'écart de niveau entre Minami et son adversaire est énorme. La pauvre n'a aucune chance de gagner. À un moment, Minami ressent une douleur intense à la cheville, mais cela ne l'empêche pas de donner tout ce qu'elle a. Et c'est ainsi qu'elle remporte le match avec une large avance, ou du moins, ça aurait été la fin parfaite. En réalité, elle a perdu le match. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, elle a fini par perdre. Elle dit à ses coéquipières qu'elles ont le droit d'être en colère, car elle a perdu le match le plus important, ce qui est pathétique. Elle dit aussi à Nao que si elle veut la frapper pour avoir perdu, qu'elle le fasse maintenant. Mais Nao la remercie pour tout l'effort qu'elle a fourni, car sans elle, elle n'aurait pas atteint la finale. Et aujourd'hui, elle a joué blessée, ce qui est admirable. De la part de toute l'équipe, elle veut lui exprimer sa gratitude. Pour l'instant, il ne reste qu'à espérer que jouer ce match n'aura pas de conséquences sur sa santé à l'avenir. Toutes les filles la remercient de leur avoir permis de rêver grand, et bien sûr, la pauvre Minami ne tarde pas à se sentir mal. Oka se demande si Minami rentrera avec eux en voiture, et Seiya pense qu'elle pourrait rentrer avec l'équipe dans le bus de l'école. Shion estime qu'il ne devrait pas la laisser seule après ce qui s'est passé. Banri est convaincu que ce n'était pas la faute de Minami, et que la juge s'est constamment trompée. Le protagoniste la trouve alors qu'elle marche seule et s'approche d'elle. Il lui dit qu'il l'attende pour rentrer, mais elle fixe le vide. Lorsqu'elle sort de sa torpeur, elle admet qu'elle se sent stupide d'avoir perdu après avoir prétendu qu'elle pouvait y arriver. Elle regrette profondément d'avoir échoué après tout ce qu'Arata a fait pour l'aider. Elle sait qu'elle a eu tort, qu'elle aurait dû prévoir qu'en étant blessée, elle perdrait forcément. Pire encore, elle trouve que son équipe a été cruelle en la remerciant malgré sa défaite. Elle aurait préféré qu'on la réprimande, ça l'aurait soulagée. Minami se sent si mal qu'elle s'excuse auprès d'Arata pour l'avoir fait assister à une performance aussi lamentable. Malgré tout, elle le remercie, car si elle était restée à la maison, elle l'aurait peut-être regretté toute sa vie. Pour l'instant, il ne reste qu'à rentrer à la maison et voir ce que l'avenir lui réserve. Elle a hâte d'arriver pour manger le gâteau de viande que la domestique lui prépare toujours, mais Arata lui demande d'attendre. Il la prend dans ses bras pour un câlin fraternel, un vrai câlin de frère et sœur, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle lui demande ce qu'il fait, mais le protagoniste lui rappelle qu'il lui a demandé d'arrêter de mentir. Si elle veut pleurer, qu'elle le fasse, elle est libre. La pauvre Minami commence à être honnête. Elle se demande pourquoi elle est si mauvaise, pourquoi perdre lui fait si mal. Elle ne veut plus jamais perdre contre qui que ce soit. Elle veut devenir si bonne dans son sport que, même blessée, elle sera supérieure. Elle veut être la meilleure. Arata croit qu'un jour ou l'autre, elle y arrivera. Minami se souvient encore de quelques jours auparavant, lorsqu'Arata a supplié l'entraîneur de la compétition de la laisser participer, allant jusqu'à s'agenouiller pour qu'elle ait cette chance. Après le match, quand Arata a découvert qu'elle avait perdu, il l'a enlacée et lui a dit de pleurer si elle en avait besoin, car désormais, il veut que sa sœur ne lui cache plus rien, comme par exemple la douleur à sa cheville qu'elle avait gardée secrète de tous. Pendant ce temps, Oka reste indigné par le résultat du match précédent,
convaincu que le smash de Minami était bien dans les limites du terrain et qu'elle n'aurait donc pas dû être disqualifiée. Banri, de son côté, comprend le sentiment d'Oka, car personne ne s'attendait à ce que Minami perde ce match. Arata, lui, adopte une attitude différente face à la situation. Pour lui, le résultat final du jeu n'est pas le plus important. Savoir que Minami n'a aucun regret et qu'elle a donné le meilleur d'elle-même, même sans victoire, est ce qui compte. Banri acquiesce, mais Oka, toujours furieuse, lui demande d'arrêter avec ses discours philosophiques de vieux. Alors que les deux discutent, Minami sort de la douche et assiste à la scène. Oka aborde alors avec elle son dernier smash dans le match, affirmant qu'il était bien dans la ligne limite du terrain, ce qui signifie qu'elle aurait dû gagner. Oka est encore très préoccupée par cela, mais Minami la rassure en disant qu'elle ne se soucie pas du résultat. Oka blêmit, se rappelant que Minami a perdu précisément à cause de ce petit détail. Pourtant, Minami explique que des erreurs humaines sont normales dans les compétitions interscolaires et qu'elle est satisfaite que sa blessure n'ait pas empiré après le match. Face à cette réponse, Oka se résigne à arrêter ses plaintes, sinon elle passerait pour une fauteur de troubles, cherchant des conflits pour rien. Mais au lieu de se calmer, son obsession s'intensifie. Elle prend une petite balle et simule la ligne blanche du terrain avec les joints du carrelage, montrant que la balle n'a pas dépassé la ligne. Agacée, Arata demande à Oka de se détendre, mais elle reste hystérique. Soudain, par inadvertance, elle lance la balle directement vers la tête de Minami. Avant que celle-ci ne soit touchée, Arata intervient juste à temps et la sauve. À ce moment, Minami ressent quelque chose d'étrange en le voyant saisir son bras. Elle repense au jour du match, lorsqu'il l'a enlacée, et commence à suspecter qu'elle pourrait être en train de tomber amoureuse de son propre frère. Minami se souvient aussi du jour où Kotono a déclaré ses sentiments pour Arata à ses sœurs. Plus tard, alors que Kotono est dans sa chambre, on frappe à la porte. Elle va ouvrir, et Oka entre dans sa chambre, demandant à parler un moment. Pendant ce temps, Minami essaie de se distraire en jouant avec Berserk, mais continue de penser à Arata, se demandant s'il est normal de tomber amoureuse de lui. Alors qu'elle monologue, Arata apparaît derrière elle à ce moment précis et lui demande de quoi elle parle. Embarrassée, Minami esquive et s'enfuit en disant qu'elle va se coucher. Arata trouve sa réaction peu naturelle, d'autant plus qu'il n'est que 21h, une heure où elle ne dort habituellement pas. De son côté, Oka commence à complimenter la décoration de la chambre de Kotono, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un magazine d'idoles et se mette à le feuilleter. Kotono, ne restant pas silencieuse, brise l'ambiance artificielle en demandant à Oka d'aller droit au but. Oka avoue qu'elle a réfléchi à ce que Kotono a dit ce jour-là concernant sa déclaration à Arata. Elle a eu l'impression que Kotono avait été poussée à dire ces choses, mais si elle les a dites sincèrement, Oka veut savoir à quel point elle était sérieuse. Kotono détourne brièvement la conversation et révèle qu'Oka a elle-même dit à Arata qu'elle l'aimait. Elle ajoute que Minami et Banri en ont parlé, et qu'elle a vu Oka et Arata ensemble dans la salle de jeu l'autre jour, main dans la main, comme un couple. Sous pression, Oka nie qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans la pièce à ce moment-là, mais Kotono avoue qu'elle était cachée dans le placard et a tout vu. Oka comprend alors ce qui a poussé Kotono à déclarer son amour pour Arata à ses sœurs, elle se sentait en compétition et voulait devancer les autres filles. Oka tente de se justifier, expliquant que sa déclaration à Arata, mal interprétée par Minami, était purement fraternelle, comme pour un jumeau. Quant à l'incident dans la salle de jeu, elle insiste sur le fait que c'était un accident et que, puisque Kotono a tout vu, elle doit savoir qu'Oka n'a rien dit de romantique. Soulagée, Kotono se sent rassurée qu'Oka ne voit apparemment pas Arata de manière romantique. Quelques jours plus tard, Banri demande de l'aide à Seiya, mais celle-ci refuse, son emploi du temps d'étude étant chargé. Quand Arata rentre à la maison, Banri lui demande son aide. Ensemble, ils s'introduisent dans la faculté d'infirmière de Banri, prenant soin de ne pas être repérés par les agents de sécurité. Une fois à l'intérieur, Arata ne comprend pas pourquoi Banri a eu besoin de lui, puisqu'elle aurait pu venir seule ou demander à un camarade de classe. Banri fait du drame, disant qu'il semble la détester. Arata se tait pour ne pas s'enfoncer et remarque que l'université est un peu effrayante la nuit, comprenant pourquoi elle ne voulait pas y aller seule. De plus, le fait que sa faculté soit liée à la santé rend l'ambiance encore plus inquiétante. Banri lui demande d'arrêter de l'effrayer, ses camarades le faisant déjà assez, racontant des histoires de fantômes dans divers endroits de l'université, ce qui amplifie sa peur. Voyant son angoisse, Arata lui demande pourquoi elle a choisi les soins infirmiers, un domaine où de telles histoires sont inévitables. Banri reste silencieuse, montrant qu'elle ne veut pas en parler. Arata presse le pas, lui demandant de récupérer ce qu'elle a oublié pour qu'il parte vite. Voyant qu'il marche trop rapidement, Banri lui demande de l'attendre. Pendant ce temps, Oka, toujours préoccupée par Arata et ses sentiments, perd sa concentration dans ses études. Elle prend son téléphone pour regarder des vidéos en ligne afin de se distraire avant de reprendre. De retour avec Arata et Banri, ils continuent d'avancer dans l'école quand un coup de vent frappe une fenêtre, augmentant la peur de Banri. Elle se jette dans les bras d'Arata, se serrant trop près de lui. Gênée, Arata lui demande de le lâcher pour marcher plus librement, mais elle s'agrippe encore plus,
promettant de ne plus jamais rien oublier à la faculté. Soudain, Arata entend un bruit suspect et se cache avec elle, couvrant sa bouche pour qu'elle reste silencieuse. Un agent de sécurité passe près d'eux sans les voir. Une fois le danger écarté, il se relève, dissipant l'ambiance tendue, et se dirige vers la salle du club où Banri a oublié ses affaires. Elle allume la lumière, ce qui inquiète Arata, craignant qu'il soit repéré, mais Banri le rassure, la salle est dans un coin du bâtiment, donc ils ne seront pas facilement vus. En ouvrant un placard, Banri prend une peluche et sourit comme une enfant. Arata trouve la situation étrange, ne s'attendant pas à ce qu'elle ait ce genre de passe-temps. Banri explique qu'en visitant un hôpital avec l'équipe de volontaires de la faculté, elle a rencontré des enfants dans des situations difficiles. Les volontaires étaient chargés de les faire sourire, et c'est pourquoi elle a rejoint ce club pour participer à ces actions. Elle précise que les peluches dans le placard sont des cadeaux pour les enfants qu'elle visitera le lendemain à l'hôpital. Comme il manquait cette peluche, elle a décidé de s'introduire dans la faculté pour la récupérer, ne voulant pas qu'un enfant soit sans cadeau. Impressionnée par les motivations altruistes de sa sœur, Arata l'écoute. Banri se souvient alors de sa question sur son choix des soins infirmiers. Elle raconte qu'étant l'aînée, elle accompagnait souvent leur père à l'hôpital pour voir leur mère. Quitter l'hôpital était toujours douloureux, car elle aurait voulu rester avec elle tout le temps. Incapable de le faire ainsi, elle se cachait parfois pour pleurer. Un jour, une infirmière l'a trouvée et l'a consolée. En discutant, Banri a décidé de devenir infirmière pour apporter du bonheur à d'autres enfants dans des situations similaires à la sienne. Le lendemain, Banri envoie un message à Arata, disant qu'elle et ses amis ont livré les peluches aux enfants. Elle le remercie pour son aide la veille, car grâce à lui, tous les enfants ont reçu leurs cadeaux. Quelques jours plus tard, les élèves de la classe d'Oka reçoivent leurs résultats d'examen. Oka cache sa note pour ne pas montrer de faiblesse. Ses camarades l'envient pour son intelligence, sa beauté et ses talents athlétiques, des qualités précieuses à l'école. Mais en réalité, elle a obtenu un D. Ce même week-end, Arata la voit sortir de la maison avec un sac à dos. Elle lui dit qu'elle va à Yamanashi, sans préciser ce qu'elle y fera. Arata trouve cela étrange, mais décide de ne rien faire, pensant qu'Oka veut juste prendre quelques jours pour réfléchir à tout ce qui s'est passé dans leur famille récemment. Cependant, le temps passe, et elle ne donne toujours pas de nouvelles, manquant même les cours. Le lendemain, les sœurs posent dans le métro comme toujours, mais cette fois, l'ambiance est étrange. Il manque quelqu'un, Oka. Sans elle, tout semble plus calme. On n'a plus eu de nouvelles depuis son dernier message, dans lequel elle disait qu'elle ne viendrait pas en cours et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ce qui, ironiquement, ne fait qu'inquiéter encore plus. Banri a prévenu l'école pour éviter qu'elle ait des problèmes, mais c'est étrange qu'elle sèche les cours. Tout le monde se demande ce qu'elle fait à Yamanashi. En classe, les amis d'Oka s'approchent d'Arata pour lui demander si elle a des nouvelles de son amie. Elle trouve ça bizarre qu'elle ait manqué les cours et s'inquiète pour elle. Arata leur dit qu'il n'en sait rien, qu'elle lui a juste dit qu'elle ne viendrait pas. Il commence à s'agacer de toute cette histoire et se demande si elle a fugué. Pendant ce temps, Oka est tranquille dans un bain thermal, mais on voit bien qu'elle est perturbée. En sortant, elle se dirige vers l'arrêt de bus pour rentrer chez elle, mais l'idée ne l'enchante pas. Elle retourne donc à l'hôtel. Plus tard, la famille se réunit pour discuter de la situation. Il est peut-être temps d'admettre qu'il y a un vrai problème. La fille exagère, sérieusement. Seiya dit qu'Oka est très populaire, et que sa réputation pourrait être ruinée si on apprend qu'elle sèche les cours. Elle doit avoir une bonne raison pour agir ainsi, et elle demande à Arata s'il est au courant de quelque chose. Il répond que non. Seiya trouve cela grave, car les deux sont censés être des jumeaux. C'est alors que Banri arrive avec des infos utiles pour l'intrigue. Il y a quelque temps, Oka a perdu son téléphone. Elle lui avait demandé de partager sa position avec la famille. Le téléphone est toujours actif, et ils peuvent voir qu'il est sur le mont Fuji. En entendant ça, les sœurs paniquent. Le mont Fuji, c'est là où se trouve la fameuse forêt où les gens vont pour se suicider. Shion leur dit qu'elles exagèrent, qu'Oka ne ferait jamais ça sans dire au revoir. Banri approuvé, dans le déni, affirme qu'Oka est bien ici en serrant fortement une pince à pâte contre elle, mais Kotono lui fait remarquer qu'elle ne fait que serrer des pinces à pâte. Ensuite, elle les confond avec un truc pour muscler les mains. Oka arrive à l'hôtel où la vieille dame de l'accueille. Elle lui dit qu'elle veut rester une nuit de plus. La vieille accepte, mais trouve ça étrange de voir une lycéenne rester aussi longtemps. Oka répond qu'elle attend de voir quelqu'un. Elle se met à fixer une paire de boucles d'oreilles dans sa main. De son côté, Arata fait sa valise pour aller chercher sa sœur. Banri doute que ce soit une bonne idée, mais les autres lui disent simplement de la ramener par les oreilles si nécessaire. Le bus l'amène à l'arrêt, et il prévient les autres qu'il est arrivé. D'après le GPS, elle loge dans un hôtel du coin, mais il doit marcher un peu pour y parvenir. Ses frères sont au courant, Arata va grimper la montagne pour la retrouver. Il commence à marcher et se rend compte que c'est plus loin que prévu. Il est surpris qu'elle ait traversé tout ça toute seule. Mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle a choisi de fuir ici. Minami essaie de dormir, mais trop inquiète pour son frère, elle descend boire un verre d'eau. Dans la cuisine, elle tombe sur Kotono, aussi inquiète, mais pas pour Oka.
Elle s'en fiche qu'elle disparaisse. Celle qui l'inquiète, c'est Arata. Minami lui dit qu'il va s'en sortir, qu'il réglera ça. Et en effet, Arata arrive à l'auberge, et Oka n'en revient pas qu'il soit venu la chercher. Il dit que c'est un peu loin, mais heureusement, leur père lui a acheté des chaussures spéciales au Canada. Elle lui demande pourquoi il est venu. Il répond que c'est évident, pour la chercher. Elle lui balance la classique « Je ne t'ai rien demandé ». Mais Arata s'en fiche. Il demande à la vieille dame s'il peut aussi être logé. Il s'impose. Il envoie un message au frère, il est avec elle. Tous sont plus tranquilles. La chambre est minuscule, presque un bain, juste assez pour 2 futons. Ils dorment donc presque ensemble. Espérons que cela ne provoque pas de situation gênante, surtout qu'à leur dernière nuit seuls, ils avaient fini l'un sur l'autre. Oka lui demande de se retourner pour qu'elle puisse se changer. Arata accepte et reste respectueux. Il ne comprend pas pourquoi il est nerveux, puisqu'il la considère comme une sœur. Elle lui dit qu'elle a fini, déjà sous la couverture. Arata éteint la lumière et lui reproche d'avoir séché les cours. Il lui dit que la future présidente du conseil ne peut pas faire ça et qu'il rentre demain matin. Elle lui répond, « Et qui t'a dit que je comptais rentrer ?» Arata lui demande pourquoi elle est venue ici, et pourquoi elle ne veut pas repartir. Oka lui demande si tout le monde s'inquiète. Arata dit oui, que Banri a presque cru la remplacer par des pinces à pattes. Oka raconte que leurs parents se sont rencontrés sur le mont Fuji. Sa mère avait le vertige, et son père la portait jusqu'en bas. Elle trouve ça très romantique. 2 inconnus qui se rencontrent à 3000 mètres d'altitude, c'est le destin. Elle lui demande s'il croit aux âmes sœurs, si quelqu'un, quelque part, est prédestiné à être l'amour de sa vie. Elle ajoute que peut-être, leur âme sœur est dans leur propre famille, par exemple avec Kotono. Arata dit que la conversation part un peu loin, et qu'il vaut mieux dormir. Il comprend ce qu'elle a en tête et lui demande si c'est pour ça qu'elle est venue au mont Fuji. Mais elle s'endort. Il n'a pas réussi à connaître ses raisons, mais elle est clairement en plein développement personnel. Le lendemain matin, Arata se réveille paumé. Il met quelques secondes à se souvenir de pourquoi il est là. Il dit à Oka de rassembler ses affaires, mais elle est déjà partie. Elle lui a laissé un mot, « Je rentre chez moi ». Arata réalise que sa sœur est imprévisible, comme Harley Quinn. Oka est reparti escalader la montagne. Arata appelle ses frères et leur dit qu'elle s'est enfuie, qu'elle prétend rentrer, mais il veut s'en assurer. Banri vérifie le GPS, elle est toujours sur la montagne. Donc son mot était un mensonge. Arata repart à sa recherche. Il demande à être averti si sa position change. La montagne est très brumeuse. Les explorateurs croisent Oka, qui est visiblement là depuis plusieurs jours. Elle est frustrée, elle ne l'a pas vu aujourd'hui non plus et pense avoir perdu son temps. Elle aurait au moins dû rentrer avec Arata. Arata arrive au sommet, mais elle n'y est pas. Il se demande si elle est déjà descendue. Il marche, triste, sans prêter attention à son chemin. Il se retrouve seul sur un sentier abandonné sans aucune indication. Mauvais signe. Elle ne sait pas si elle doit continuer ou rebrousser chemin, ou appeler à l'aide. Mais là, elle trébuche, et tombe dans un ravin. Elle tente de se relever mais s'est foulée la cheville. Elle appelle à l'aide, mais personne ne répond. Elle est coincée. Pendant ce temps, Arata retourne à l'auberge pour demander à la tenancière si elle a vu Oka revenir. Non. Elle n'a pas récupéré ses affaires non plus. Donc elle n'est pas partie. Le garçon a fait tout le chemin sans la trouver. Il comprend qu'il est arrivé quelque chose. Il appelle Banri pour localiser Oka. Mais il n'y a plus de signal. Comme si son téléphone était cassé ou mangé par un coyote. Arata est de plus en plus inquiet. Le temps est mauvais. On a un flashback, leur père offre des boucles d'oreilles à Oka. Il dit que c'est un cadeau de leur mère. Oka ne sait pas comment les mettre, alors elle les utilise comme élastiques à cheveux. Elle demande à son père où il a rencontré sa mère. Il répond, au mont Fuji, quand elle a eu le vertige. Petite, Oka trouve ça romantique qu'ils se soient rencontrés au sommet du Japon. Elle croit que c'était le destin. Son père lui dit qu'elle aussi trouvera son âme sœur. Dans le présent, il pleut, elle a faim, elle est partie sans petit déjeuner, n'a rien d'autre avec elle, même pas de batterie. Elle sait qu'avec son pied blessé, elle ne peut pas marcher. Si personne ne vient, c'est fini. C'est alors qu'elle se souvient que son père lui a dit qu'ils n'étaient pas biologiquement frères et sœurs. Mais c'est pas le moment de réfléchir à ça. Elle se demande si Arata a signalé sa disparition. Elle commence à se sentir coupable, mais pense que ça sert à rien. Ce ne sont pas vraiment sa famille. Ils vivent juste ensemble. Petite réflexion amère. Elle laisse tomber une des boucles d'oreilles, mais il y a trop de brouillard pour voir où elle est tombée. Par chance, elle la retrouve. Et elle brille, alors elle pense que quelqu'un l'a retrouvée. C'est effectivement le cas, et la personne n'est autre qu'Arata. Ce qui la rend heureuse à tel point qu'elle s'imagine la rencontre de ses parents dans sa tête. Un hiver, la petite Oka est allée dans le bureau de son père pour lui raconter sa journée. Il lui a dit d'attendre un peu, car il devait encore terminer son travail, mais il lui a promis qu'une fois fini, il lui accorderait toute l'attention qu'elle mérite. Une fois terminé, il lui a fait un thé, a sorti des biscuits, et s'est assis pour écouter toutes les aventures de sa fille à la maternelle. Aujourd'hui qu'elle est plus grande, elle hésite à aller lui parler.
Et même si son père est toujours aussi gentil et lui dit de venir le voir si elle a besoin de quelque chose, Oka ne se sent plus à l'aise de discuter avec lui. Peut-être est-ce pour cela qu'elle a fini au bord d'un ravin sur le mont Fuji. Heureusement, Arata l'a retrouvée. Mais elle continue à faire la difficile et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle peut très bien marcher toute seule. Évidemment, c'est faux. Arata n'est pas d'humeur à discuter. Il se met en position pour qu'elle monte sur son dos. Oka râle comme elle sait si bien le faire, mais elle sait très bien qu'elle ne pourra pas grimper la montagne. Alors elle accepte de se faire porter. En chemin, elle le prévient de ne pas faire de commentaires sur son poids. Arata lui répond qu'elle est en fait très légère, et se demande si leur père a pensé la même chose en portant leur mère. Pendant ce temps, les autres frères et sœurs sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles d'Arata depuis un moment, et ils ne lisent plus les messages. Pour compliquer les choses, la météo sur le mont Fuji est catastrophique. Leur père a été prévenu, il revient de Pékin pour voir ce qui se passe avec ses enfants. Arata parvient à retrouver le sentier, il ne reste plus qu'à atteindre la cabane. Mais il commence à avoir du mal à porter sa sœur, le sol est boueux, il glisse, il peine. Alors Oka lui révèle la vraie raison de sa venue, elle a vu une vidéo célèbre qui dit que si tu attends au sommet du mont Fuji en pensant à un être cher décédé, tu pourras le voir. Elle espérait revoir sa mère, mais ça n'a pas marché. Elle pense que c'est parce qu'ils ne sont pas une vraie famille de sang. Avant, elle racontait tout à son père, qui l'écoutait en souriant. Maintenant, elle a peur de lui parler, peur de découvrir que son sourire était faux. Elle était tellement perturbée qu'elle a commencé à avoir de mauvaises notes. Elle ne sait plus quoi faire. Même si elle sait que la révélation n'a rien changé en soi, elle ne peut s'empêcher de ressentir que rien ne sera plus jamais comme avant. Elle reproche ensuite à Arata d'être venu la chercher. Mais Arata lui fait un discours digne d'un héros principal, il lui dit qu'il la considère encore comme sa jumelle, sa sœur, et qu'il n'a pas besoin d'une raison pour vouloir l'aider, qu'il sera toujours là pour elle. Son discours est si mignon qu'on jurerait que le soleil est revenu. Ils arrivent enfin à la cabane. La propriétaire soigne Oka, lui fait un bandage parfait et leur donne même des bâtons de marche. Ils la remercient chaleureusement et prennent la route du retour. Arata dit à Oka de ne pas trop forcer, qu'il peut encore la porter. Elle lui répond que ce n'est pas nécessaire, qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Mais il lui dit de ne pas faire la dure et qu'elle n'a qu'à demander s'il lui faut de l'aide. En route, ils croisent leurs frères et sœurs, qui sont soulagés de les voir. Ils expliquent qu'ils sont venus les chercher car Arata ne répondait plus. Un disparu, puis deux, ils ont paniqué. Arata s'excuse, il avait oublié de leur répondre. À la sortie des cours, ils ont tous pris la camionnette et roulé pendant 4 heures. Banri vérifie si quelqu'un est blessé, et en voyant le bandage d'Oka, lui demande comment elle va expliquer ça à leur père. Apparemment, c'est Minami qui a insisté pour venir, ce qui a surpris tout le monde, car c'est la plus optimiste du groupe. Mais vu son inquiétude, ils comprennent qu'il fallait venir. Sur l'autoroute, Seiya se plaint de la lenteur de Banri au volant. Tous les autres conducteurs les dépassent en les insultant. Banri est très nerveuse, elle n'avait plus conduit sur autoroute depuis sa formation. Elle préfère y aller doucement et arriver entière. Les frères et sœurs demandent à Oka pourquoi elle est allée au mont Fuji. Elle leur dit que c'est là où leurs parents se sont rencontrés, et qu'elle voulait voir l'endroit. Ça leur paraît plausible. Banri pense qu'elle avait besoin de se déconnecter. Minami propose une excursion de groupe pour tout le monde. Oka réalise que ses frères et sœurs restent bienveillants malgré le bazar qu'elle a causé. Dans la voiture, Arata s'endort sur son épaule. Elle se souvient qu'enfant, elle disait qu'un homme devait prêter son épaule pour qu'une fille puisse pleurer. Arata rétorque qu'on est à l'ère de l'égalité, et Oka lui balance que c'est sûrement pour ça qu'il est toujours célibataire. Elle dit qu'elle veut un homme chevaleresque, comme leur père. Arata réplique que leur père avait aussi besoin de leur mère. Elle dit que si son compagnon est aussi gentil que leur père, alors elle n'aurait aucun problème à lui offrir son épaule aussi. Après ce voyage long et lent, ils arrivent enfin à la maison. Il est tard, tout le monde va dormir. Oka tente de réveiller Arata, mais il ne répond pas. Elle se rend compte qu'il brûle de fièvre. Avec l'aide des autres, il le porte jusqu'à sa chambre. C'est Chion qui fait tout le boulot, mais il le fait sans broncher, car il sent le soutien du groupe. Alors qu'il le couche, leur père arrive. Il voit le bandage d'Oka, elle lui dit qu'elle s'est juste tordu la cheville. Elle ajoute qu'Arata est dans un état pire, qu'il est tombé malade à cause de la pluie en la portant. Le père est soulagé de voir qu'elle va bien. Il envoie tout le monde se coucher, c'est l'heure de dormir. Plus tard, dans son bureau, alors qu'il regarde l'album de famille, Oka frappe à la porte. Elle lui dit qu'elle veut lui parler. Elle l'aimait de tout son cœur, mais depuis qu'il leur a dit la vérité, elle a l'impression qu'il est juste un homme avec qui elle vit. Elle adorait lui parler enfant, mais maintenant elle n'y arrive plus. Elle réalise à quel point cela a dû être lourd pour lui de garder ce secret si longtemps. Elle se sent mal de l'avoir jugé. Elle comprend aussi une chose évidente, être adoptée n'efface pas les souvenirs passés ensemble. Elle l'aime toujours autant qu'avant. Le lendemain, à l'école, ses amis lui demandent ce qui lui est arrivé à la jambe. Elle leur dit qu'elle est tombée chez un parent. Et que maintenant, c'est Arata qui est malade. Le soir, il est toujours au lit, en sueur. Banri termine la soupe et demande à quelqu'un de la lui monter. Minami et Kotono se proposent immédiatement.
Mais Banri dit qu'il suffit d'une seule personne, alors elle choisit Minami. En aparté, Banri explique à Minami qu'elle avait peur de laisser Kotono seul avec Arata. Qui sait ce qu'elle pourrait faire? Ce qu'ils ignorent, c'est que Minami est aussi malade. Seiya revient avec le thermomètre. Elle dit que la fièvre d'Arata a bien baissé. Quelqu'un lui demande comment elle l'a mesuré. Elle répond qu'elle a juste mis le thermomètre dans son oreille. Évidemment, la jalousie se fait sentir. Seiya dit que si ça ne lui plaît pas, elle n'a qu'à le soigner elle-même. Après tout, c'est pour elle qu'il est tombé malade. Oka dit qu'elle n'a pas besoin qu'il la sauve, qu'il ira mieux tout seul. Ensuite, elle va prendre un bain. En sortant, elle laisse la relève à Minami. Malgré la grande maison, il n'y a qu'une seule salle de bain, apparemment. Des heures plus tard, Arata dort encore. Cela fait déjà 2 jours. C'est peut-être grave. Oka va le voir. Elle s'excuse, admet que tout cela est de sa faute, et qu'elle était heureuse qu'il soit venu. Son discours de héros lui a fait du bien. Mais elle lui avait menti sur une chose, elle voulait aussi parler à sa mère pour lui dire qu'elle est peut-être amoureuse d'Arata. Elle n'a pas pu le lui dire, mais les mots d'Arata ce jour-là l'ont aidé à trouver sa réponse. Comme il l'a dit, ils sont jumeaux, mais aussi frères, et c'est aussi le garçon qu'elle aime. Un peu bizarre tout ça. Banri demande à Seiya où est Oka. Elle répond qu'elle est partie chercher les assiettes. Ils en profitent pour parler d'elle. Même si l'excuse de visiter le lieu de rencontre de leurs parents est plausible, ça n'explique pas son absence prolongée. Seiya pense qu'elle a le droit à ses secrets. C'est normal à leur âge. Kotono dit qu'elle voulait peut-être juste faire voler un cerf-volant. Tout le monde la regarde en silence. Elle ne sert à rien dans la conversation. Pendant ce temps, dans la chambre, Oka dévore littéralement Arata. Elle l'embrasse à répétition, ne se retient plus. C'est la première à manger son frère, malgré les 5 autres rivales sous le même toit. En bas, certains discutent, d'autres sont sous la douche, le chien dort. Mais elle vit le meilleur moment de sa vie. Après environ 1h30 de baisers, elle s'arrête, prend le plateau et part. Mais avant de sortir, elle lui promet de revenir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Arata était parfaitement réveillé, et il a tout vu. Le lendemain, la famille visite leur maison de campagne. Seiya se rappelle que leur père dépense généralement plus de 500 000 yens par an juste pour l'entretien de la maison, bien qu'il ne s'y rende que de temps en temps pour jouer au golf. Quant à Arata, il se souvient de l'époque de l'école primaire lorsqu'il était dans cette maison avec ses frères et leur père. Cependant, contrairement à autrefois, ils sont désormais seuls dans la maison, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Soudain, Banri s'approche d'Arata et commence à toucher son bras, lui disant des choses suggestives, ce qui l'irrite. En regardant Oka, Arata se remémore à nouveau le moment où elle l'a embrassé, pensant qu'il ne l'avait pas vu. Alors, Arata commence à se tirer les cheveux, encore plus confus par ce baiser soudain. Même s'il était un peu dans les vapes à cause des médicaments qu'il avait pris ce jour-là, Arata croit avoir entendu Oka dire qu'elle l'aime, et il est certain que ce baiser n'était pas simplement fraternel, mais bien romantique. Et soudain, Oka interrompt les pensées d'Arata en s'approchant de lui pour lui demander à quoi il pense autant. Arata tente de se dérober en disant que ce n'est rien de grave, mais Oka insiste pour savoir ce qui se passe, car, étant jumeau, elle peut facilement deviner quand quelque chose ne va pas. Pendant qu'elle parle, Arata détourne automatiquement le regard vers sa bouche. Puis, il invente qu'il est simplement nauséeux à cause du trajet en voiture. En entendant cela, Oka met en doute son excuse, lui rappelant que ni elle ni lui ne sont habituellement sujets au mal des transports. Arata se sent acculé par ces questions et décide de quitter les lieux pour éviter de donner trop d'explications. Plus tard, pendant qu'il prend son bain, Arata continue de penser à ce qui s'est passé entre lui et Oka dans sa chambre. Il se sent mal à l'aise de voir Oka agir normalement avec lui après l'avoir embrassé, mais en même temps, le fait qu'elle pense qu'il dormait à ce moment-là la rend plus à l'aise pour lui parler. Arata, lui, pense que la meilleure chose à faire dans cette situation est d'agir comme si rien ne s'était passé entre eux. Soudain, Shion entre dans la salle de bain et trouve étrange qu'Arata prenne un bain à une heure aussi inhabituelle. En entrant, Arata réalise qu'il était distrait, car il était certain d'avoir verrouillé la porte, mais Shion lui dit qu'elle était restée ouverte tout ce temps. Arata se souvient alors que Shion s'était séparé d'eux à la gare et l'interroge à ce sujet. Shion révèle qu'il était parti voir la maison de leurs parents biologiques, mais en arrivant sur place, il n'a trouvé qu'un terrain vague à vendre, ce qui l'a profondément déçu. Cela dit, il demande à Arata s'il serait curieux de rencontrer leurs parents biologiques, vu qu'ils ne les ont jamais vus. Arata répond qu'il serait effectivement curieux, car il mentirait en disant qu'il n'aimerait pas les rencontrer. Cependant, il précise que ce n'est pas un objectif majeur dans sa vie. Pour Arata, la famille ne se résume pas seulement aux liens de sang. Pour lui, leur véritable père est celui qui les a élevés. En entendant cela, Shion reconnaît qu'il a raison et affirme que sa vraie famille est celle qu'il a sous les yeux. Après être sorti du bain, Arata jette un regard à Oka, qui se trouve de l'autre côté de la fenêtre. Minami et Kotono remarquent qu'il la fixe avec un regard différent. Plus tard, tout le monde se réunit pour un barbecue tout en discutant. Oka profite de l'occasion pour demander à Shion ce qu'il a fait lorsqu'il s'est séparé d'eux plus tôt. Shion répond vaguement qu'il est allé voir une boutique qui l'intéressait. En entendant cela,
Oka déduit qu'il cherchait à acheter un cadeau romantique pour Yu. Shion saisit l'occasion et confirme qu'il était effectivement en train de faire cela. Le lendemain matin, en se réveillant, Arata repense à la conversation qu'il a eue avec Shion au sujet de sa recherche de leurs parents biologiques, une idée qu'il n'aurait jamais imaginé venir de lui. Cependant, Arata trouve cela logique, étant donné qu'ils ont découvert qu'ils étaient adoptés. Il est donc naturel que Shion veuille connaître ses véritables origines. Arata se demande alors si les filles sont également préoccupées par la recherche de leurs parents biologiques, car si c'est le cas, il aimerait les aider dans cette démarche. Soudain, il repense à ce qui s'est passé entre lui et Oka. En parlant d'elle, Oka s'approche de lui, et Arata se sent à nouveau mal à l'aise de se retrouver seul avec elle, même si elle ignore qu'il l'a vu l'embrasser. De plus, il remarque qu'elle agit étrangement depuis quelques jours, trouvant toujours une excuse pour aller dans sa chambre et se rapprocher de lui, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Arata essaie de se contrôler et d'agir normalement pour ne pas éveiller de soupçons, mais Oka s'approche et s'assoit encore plus près de lui. Arata commence à avoir chaud, convaincue qu'Oka est réellement amoureuse de lui, bien qu'elle pense qu'il n'a pas encore tout compris. Soudain, ils décident d'entrer ensemble dans le sauna à côté pour voir qui peut tenir le plus longtemps. Cependant, Arata trouve la situation encore plus embarrassante pour deux frères et sœurs dans cette situation. Pendant qu'Oka parle, Arata repense à ce qu'ils ont fait, ce qui lui fait perdre toute concentration sur ce qu'elle dit. Depuis la nuit où elle l'a embrassée, il la voit différemment. Soudain, Oka aborde le sujet des petites amies et lui demande s'il envisage d'en avoir une un jour. Surpris par la question, Arata se demande ce qu'elle cherche vraiment. Il pense que dire qu'il veut une petite amie compliquerait les choses, étant donné qu'elle semble avoir des sentiments pour lui. Il répond donc qu'il ne prévoit pas de sortir avec quelqu'un pour le moment. Après avoir quitté le sauna, Arata s'effondre de fatigue, comme s'il avait couru un marathon. Oka revient à la charge avec des questions sur le sujet des relations amoureuses et lui demande ce qu'il pense de Lala, une fille dont il était amoureux. Arata répond qu'il ne l'a pas encore assez surmontée pour souhaiter son bonheur avec quelqu'un d'autre, mais qu'il ne ressent rien de sérieux pour elle non plus. Il se sent pathétique de ne pas réussir à surmonter quelque chose d'aussi simple et d'avancer dans sa vie. En entendant cela, Oka s'éloigne en souriant, visiblement heureuse qu'il ne ressente rien pour Lala. Arata, quant à lui, est content de la voir heureuse et pense qu'il vaut mieux garder secret ce qui concerne le baiser entre eux. Pendant ce temps, Oka va prendre un bain et réalise qu'elle a laissé transparaître sa joie face à Arata, ce qui la fait se sentir idiote de ne pas savoir cacher ses sentiments. Bien qu'elle donne tous les signes qu'elle l'aime, elle apprécie d'être allée au sauna avec lui, une activité qu'il faisait enfant. Elle se souvient alors d'un événement survenu lorsqu'ils avaient 10 ans, où elle plaisantait déjà sur le sujet des amoureux, mais à l'époque, il s'agissait des garçons de son école. Arata, lui, disait qu'il n'avait aucune intention romantique, car il était déjà heureux de passer du temps avec elle. Revenant au présent, Oka se dit qu'elle aimait peut-être Arata depuis cette époque, mais qu'enfant, elle ne comprenait pas encore ses sentiments. Pendant ce temps, Arata reste pensif et décide qu'il doit faire quelque chose à propos du baiser d'Oka, car laisser cette situation le perturber trop longtemps ne fera que compliquer les choses. Cependant, il pense aussi que les choses pourraient se résoudre progressivement, comme ce fut le cas avec Kotono, qui au départ avait des sentiments pour lui mais a fini par réaliser qu'elle était simplement confuse. Bien qu'Arata veuille laisser le temps régler les choses, il sent qu'il doit agir immédiatement pour résoudre la situation. Soudain, Minami s'approche de lui et lui demande de discuter un moment. Elle lui propose d'aller dans un endroit précis, le jardin des fleurs, un lieu très inhabituel qu'Arata n'aurait jamais imaginé qu'elle aimerait visiter, pensant qu'elle n'aimait que le tennis. Surpris, il exprime son étonnement de la voir dans un tel endroit. Minami, un peu gênée, admet que même elle peut aimer les fleurs à certains moments précis. En observant ses vêtements, Arata trouve étrange qu'elle porte une jupe, ce qui est encore plus inhabituel pour une fille au style habituellement sportif. Bien qu'il trouve cette attitude soudaine bizarre, il se dit qu'elle agit comme une adolescente normale et qu'il ne doit pas trop y penser. En la voyant marcher, Arata remarque que sa cheville semble aller beaucoup mieux qu'avant. Minami lui rappelle qu'il a contribué à sa guérison rapide en l'aidant tout au long de son processus de récupération, ce qui lui a permis de reprendre ses entraînements normalement dès la semaine suivante. Arata est heureux pour elle, mais soudain, il voit un couple à proximité prendre une photo en s'embrassant, ce qui les met légèrement mal à l'aise. Arata remarque alors que l'endroit est rempli de couples, ce qui le rend confus quant à la raison pour laquelle Minami a choisi cet endroit précis pour se promener avec lui. Soudain, Minami lui demande quel est son type de femme idéale. Ne comprenant pas vraiment ce qu'elle cherche, Arata répond de manière vague qu'il veut quelqu'un avec qui il se sent à l'aise. En disant cela, il remarque une étiquette de prix sur la jupe de Minami et essaie de l'enlever. Voyant qu'elle est bien fixée, il la retire avec ses dents, ce qui embarrasse Minami. 2 heures après leur arrivée au jardin, Arata suggère de rentrer. Sur le chemin du retour, il continue de se demander pourquoi Minami l'a emmené dans cet endroit, car il n'est pas convaincu qu'elle voulait simplement voir des fleurs. Soudain, Minami révèle qu'elle est amoureuse de quelqu'un. En entendant cela, Arata pense qu'elle l'utilise peut-être pour s'entraîner à un rendez-vous romantique,
car aller à un premier rendez-vous sans expérience causerait certainement plus de nervosité. En continuant, Minami s'arrête dans une boutique de fleurs pour acheter quelques souvenirs. Arata commence alors à envisager que la personne dont Minami est amoureuse pourrait être lui, tout comme ce fut le cas avec Oka.